Bonsoir le Minifest, comment ça va? Alors on va l'adresser directement. C'est un podcast live devant public. Le public étant composé de Renan, qui est venu soutenir, qui est mon plus grand fan. Je l'ai rencontré à une scène. Il est venu me voir en me disant qu'il écoutait tous les podcasts. Il est venu me voir à plusieurs spectacles parce qu'il me suit dans la rue. Mais on est très content qu'il soit là. Donc c'est un podcast pour lui, spécial pour lui. Chapeau à toi. Chapeau à toi. Merci beaucoup. J'ai déjà été dans des podcasts qui n'étaient pas live avec plus de gens. Il y avait des techniciens, il y avait des trucs. Ouais. Ça y est, ça me roast directement. Donc bienvenue à ce podcast Humeur humoristique avec mon invité d'aujourd'hui. Donc mon invité, c'est un humoriste que j'adore comment il écrit. Vraiment, je suis jaloux de comment il écrit. J'ai vu son spectacle il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé ça très très bon. Donc bienvenue, Colin. Comment ça va? Ça va super bien. Je suis très content d'être ici. Merci de l'invitation. C'est gentil, merci. Merci de te mettre devant tant de gens, de performer devant autant de monde. La carrière de Colin va bien, hein. Ça n'a rien à voir. ça montre plus par rapport à mon podcast. Parce que en effet, j'ai été voir ton spectacle le 7 juin dernier au Dr Mobilo Aquafest. Et la salle était remplie. Donc ma question pour ton public qui écoutera le podcast, où êtes-vous? Où sont-ils maintenant? Je sais pas, en plus j'ai fait un peu de promo, j'ai essayé de mousser, mais non. Voilà. Je vais m'entendre sur scène, mais pas parler de moi en fait. C'est ça, mais on est bien là. Est-ce que tu vas bien? Je vais très bien. Bah alors c'est parfait. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour le Minifest 2023. On peut remercier Chuck Thompson à la régie. Bravo Chuck. J'ai toujours rêvé de dire ça personnellement parce que moi j'entendais Mike Ward dire ça dans Sous-écoute et moi ça me fait un peu plaisir de pouvoir le dire. Je t'avoue, c'est un petit rêve à moi. Il y a 2 personnes dans le public en fait. On vient de doubler les effectifs du public. Mais donc on est au Minifest. Et toi, c'est pas la première fois que tu participes au Minifest? Non. Tu avais fait un 30-30 avec Léa Strelinski. Tu avais participé à un show dans tous nos états, un show d'humour politique. Je me rappelle pas c'était quand, mais oui, attends, continue. Un show sur l'écologie qui s'appelle Rire Vert. Ouais, ça je me rappelle. Avec François Bellefeuille qui animait. Oui, c'est vrai. Qui avait été capté pour le podcast de François Bellefeuille d'ailleurs. Okay. Il a fait un podcast qui s'appelle 3.7 Planète, puis il y a un extrait du show qu'on avait fait tous ensemble. Ouais. Ok. Quel souvenir tu gardes toi du Minifest? Je trouve que c'est tout le temps génial le Minifest. On sait jamais nécessairement à quoi s'attendre, mais c'est le festival le plus démocratique qui ouvre le plus de possibilités pour les gens. Là. Puis, c'est assez génial. Est-ce qu'il y avait plus de monde la dernière fois que tu as joué au Minifest? La dernière fois que j'ai joué au Minifest, c'était pas incroyable pour vrai. C'était un truc sur l'environnement où les Davidson, il y avait un peu de gens, mais il y avait beaucoup d'habitués aussi qui jouaient sur des machines à sous. Fait que c'était. Des fois, je préfère pas de public du tout. Ça va alors si ça s'améliore d'année en année. Et est-ce que toi-même tu es consommateur de podcasts? Que tu écoutes des podcasts? Oui, mais très peu de podcasts de discussion, réellement. Très Okay. peu de podcasts très peu de podcasts d'entrevue, en fait. Généralement, c'est des podcasts plus montés montés et écrits, rarement des trucs de discussion. Je sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui me vient moins naturellement. Là. Ok. Donc, même l'invité n'aime pas le podcast qu'on fait. Non. Si j'étais pas sur scène, je serais pas là. Non, vraiment, merci beaucoup d'être là. Mais tu as aussi fait ton propre podcast. Tu avais un podcast avec Mathieu Charlebois et Liane Descarichen qui s'appelle Faisez vos recherches, qui compte 2 saisons. Une sur QAnon et donc les théories du complot, tout ça. Et une deuxième sur la crypto-monnaie qui a été nominée aux Oliviers dans la catégorie podcast avec script de l'année. Pourquoi cette envie que tu avais d'avoir ton propre podcast et parler de ces sujets-là en plus? C'est vraiment un peu arrivé par hasard. Ça aussi, c'était un projet de pandémie. Tantôt, on parlait un peu que toi, ça a commencé pendant la pandémie, mais ça, c'était un projet de pandémie parce que on avait le temps. Puis des podcasts écrits et montés avec un montage audio, c'est horriblement exigeant d'un point de vue temps. Fait que là, j'avais le temps. Mathieu Charlebois, qui est auteur d'humour et réalisateur de podcast, avait le temps aussi. On en parlait. Puis moi, à un moment donné, j'avais discuté avec lui que lui était intéressé par QAnon depuis plusieurs années. Puis moi, j'avais envie de faire des petites capsules vidéo humoristiques qui expliquaient certaines croyances de théorie du complot. Puis éventuellement, en discutant, on est tombé sur une avenue de hey, faire un podcast, ça fit très mieux. On est allé chercher Liane aussi. Mais c'était un projet de pandémie. Puis même la 2e saison, Mathieu avait plus le temps de participer. Il a fallu que je la fasse seule, mais c'était pendant un 2e confinement. En fait, il y a des gens qui, des fois, qui me demandent si on va faire une 3e saison, puis on verra, mais il faudrait peut-être qu'il y ait une autre pandémie. Une autre pandémie. On a besoin du temps sur nos mains. Les fans de ton podcast espèrent une suite dans la pandémie, quoi. Oui. Pour avoir une saison 3. Et il y en a certains qui sont complotistes, fait que non, ça, en fait.
Ils croient pas vraiment à la pandémie, de toute façon. Mais moi j'ai écouté le premier épisode que tu as fait sur QAnon où tu expliques à ta mère c'est quoi QAnon. J'aimais beaucoup le langue que tu avais pris pour le premier épisode, mais tu as fait vraiment beaucoup de recherches pour ce podcast. C'est beaucoup de temps à regarder des documentaires et des choses vraiment dures à regarder et Des trucs horribles. complètement débiles. On a regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, de trucs qu'on spie, qu'on regardait tout le temps en 1.5 en vitesse parce que c'est beaucoup trop long sinon. Fait qu'on a l'impression que tous les complotistes ont des voix aiguës et parlent super rapidement parce qu'on le regarde jamais dans la vraie vitesse. Mais oui, on a regardé des heures et des heures de trucs qui ont aucun sens. Ok, mais est-ce que tout ça, il y a beaucoup de blagues dedans, parce que ça reste un podcast humoristique, même s'il y a des vraies infos qui sont données. Est-ce que il y a quelque chose que tu vas garder pour un spectacle ou pour quelque chose, ou c'était vraiment pour le podcast et... C'était pour le podcast, puis en plus, pour les 2 saisons, et QAnon et la crypto, c'est des trucs qui évoluent tellement vite que si j'essayais de monter un spectacle maintenant sur un truc de QAnon qu'on avait écrit il y a 3 ans, c'est plus du tout d'actualité. C'est trop dynamique, ça se change trop rapidement dans le temps. Donc ça serait pas utilisable tant que ça sur scène. Okay. Même le truc sur les cryptos, j'avais peur. Tout le long que je préparais la 2e saison sur les cryptos, j'avais peur que les cryptos s'écroulent. Puis j'étais comme, faut qu'on le sorte vite, faut qu'on le sorte vraiment vite, parce que j'avais tout le temps peur qu'il soit trop tard. Ok. Et quel constat tu fais de cette expérience dans le podcast? Est-ce que tu as aimé faire ça? J'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est un peu ingrat. Les podcasts cryptés, c'est un peu ingrat dans le sens où, en particulier au Québec, parce qu'on a un bassin de public plus petit, là, tu sais. Nous on a eu une super bonne réception. Il y a des médias qui en ont parlé, des trucs comme ça, mais je pense que notre moyenne d'écoute pour la 2e saison, c'était quelque chose comme 1000 par épisode. Okay. Quand on calcule le nombre d'heures qui ont été mises en préalable, c'est un peu frustrant. Faut pas trop le regarder comme ça. C'est une expérience que je trouve super le fun. Je trouve que c'est un médium vraiment intéressant, mais c'était énormément de travail pour la visibilité que ça peut avoir finalement. Ok. Mais moi j'ai écouté honnêtement que le premier épisode pour le coup. Mais je me suis dit que j'allais écouter les autres épisodes parce que c'est vraiment un sujet sur lequel je ne connais absolument rien. On me parle de crypto-monnaie, pour moi ça n'évoque rien du tout, je ne comprends rien à ça depuis des années. C'est un peu ça le but, on prend l'idée pour le premier épisode de QAnon que j'explique à ma mère, c'est quoi? C'est vraiment ça, c'est on veut prendre tous les auditeurs par la main, puis qui est-ce qui connaîtrait le moins bien le sujet que j'avais autour de moi, c'était ma mère. Fait que c'est ça, on partait de là, OK, on va vraiment expliquer à partir de la base. Ok. Mais donc tous les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast pour ceux qui veulent aller écouter ça. Donc Renan, toi qui es là, si à tout moment, si tu veux participer au podcast, n'hésite pas. Si tu as une question, tu es vraiment à moins d'1 mètre de nous, n'hésite pas. On peut t'amener un micro, si tu veux. On peut t'amener un micro. Vraiment, il y avait plusieurs micros juste tout à l'heure, donc à tout moment, tu peux t'ajouter. N'hésite pas. Donc je l'ai dit, ce 7 juin dans le cadre du festival Dr Mobilo Aquafest, moi j'ai assisté à ton spectacle qui s'appelle pour l'instant Juste de l'amour, dans lequel tu parles de relations amoureuses, de coparentalité, de sexualité, de masculinité toxique, de plein de choses, avec énormément d'informations par rapport à toi. C'est vraiment quelque chose que moi j'aime beaucoup dans ton spectacle parce que c'est très personnel. D'ailleurs j'ai le réflexe d'aller te voir à la fin du spectacle pour te féliciter et te demander est-ce que ce truc là c'est un vrai... Tu me dis naturellement ça c'est vraiment passé et c'est génial de voir que tu en as fait quelque chose de très personnel, mais en même temps très vrai. Du coup, moi, c'est tout ce que j'aime dans l'humour. C'est nouveau pour moi, parce qu'avant, c'est les premières fois que j'écris sur des trucs vraiment de ma vie. Avant, j'écrivais plus sur des concepts. C'était des trucs qui étaient très éloignés de moi. Il y a encore un peu de trucs comme ça dans ce spectacle-là, mais il y a plein d'expériences vécues très, très, très personnelles. Fait que oui, c'est super intéressant. C'est super intéressant à écrire, mais c'est vraiment une nouvelle avenue de travail pour moi. Ouais, mais là, je trouve que moi, tu as un bon mix des deux. Parce que tu expliques des concepts. Par exemple, la coparentalité, tu dis... mais là, c'était un public qui était conscient de ce genre de sujet, mais tu es obligé de l'expliquer. Et donc, tu expliques à la fois le concept, mais en même temps, tu le ramènes à toi. Donc, moi, j'aimais bien ça. Parce qu'à chaque fois, c'est ultra personnel. Il y a vraiment des passages à mourir de rire. Tu as ma blague préférée de Pas de patrouille et de spermogramme. Qui est une phrase que je ne pensais pas dire un jour, mais non, c'est vraiment très très bon. Comment toi, tu as vécu ton heure au Dr Mobilo Aquafest? Parce que c'est la première fois que tu le jouais, donc c'est un spectacle qui est encore en rodage, qui est déjà très bon au premier essai, je trouve. Quel constat t'en fais? Et les quelques jours qui ont suivi, est-ce que tu as voulu changer beaucoup de choses? Ouais, là, je suis déjà en processus de le changer. Je suis assez content pour une première fois. Je trouve que ça a bien été, mais je trouvais ça très, très inégal. Puis ça va énormément changer. Pour l'instant, le spectacle n'a pas de fin du tout. Pour l'instant, c'est pas super clair c'est quoi la ligne conductrice. Tu sais, je pense que la thématique est uniforme, mais j'ai pas de ligne conductrice de A à Z encore.
Puis j'ai déjà commencé, j'en ai déjà parlé avec l'autrice avec qui je travaille, Emma Bertou, et quelqu'un qui va peut-être être impliqué pour faire ma mise en scène. Fait que je suis déjà en processus de retravailler des trucs. Fait que ça va beaucoup bouger, mais en fait, c'est ça. Je suis pas content de ce que j'ai présenté parce que c'était loin d'être parfait, mais je suis très enthousiaste de ce que ça peut devenir comme spectacle. Ok. Parce que j'ai l'impression que ça peut être hyper original, mais en même temps à travers des thématiques qui sont très universelles. Tu sais, je parle de trucs vraiment basiques, de relations de couple, des trucs qui sont même un peu clichés en humour, mais avec un angle nouveau pour... ouais. Ok. Mais moi, je t'ai vu après le vendredi où tu faisais le spectacle sur Fuck la culture Ouais. du viol. Et tu avais déjà changé des petites choses, ou tu avais rajouté en tout cas Oui, une ça se peut, partie. oui, oui, sur un des gags. Je vois très bien de quoi tu Tu parles. avais Mais, rajouté avec Leonardo DiCaprio dans. ouais. Voilà, je ne veux pas donner le punch, mais je me suis dit, hey, en quelques jours, il y avait déjà un ajout que j'ai aimé. Voilà, je te donne l'information. Très content. Fais-en ce que tu veux, Puis mais les 2 gags de plus que j'avais fait le vendredi avaient fonctionné, fait que j'étais assez content. Ouais. c'est ça. Mais donc, comment tu vois la suite des événements avec ce spectacle? Comment tu vas le faire évoluer? Qu'est-ce que tu as envie de faire avec ce spectacle? Est-ce que tu veux tourner avec? Est-ce que tu veux en... Ouais. Voilà. Je voudrais vraiment tourner avec, mais il y a tout le temps la réalité de j'ai pas le plus gros following, fait que je sais que je peux pas aller partout au Québec parce qu'il y aura juste personne personne dans mes salles. Mais C'est pas aujourd'hui que tu vas gonfler la salle. Je suis désolé. Peut-être une fois que l'épisode sera sorti, mais aujourd'hui, peut-être Renan va oui, venir. ben, Et encore, il vient de partir chercher un boire. mais ce que je veux faire, c'est ça, parce que j'ai déjà fait des heures avant. Puis j'ai même fait une heure qui a été captée dernièrement que je vais sortir prochainement, là, qui s'appelle Un calice de rayon de soleil. Puis ça, c'est un spectacle que j'ai fait plusieurs fois puis que j'ai retravaillé entre, mais que je trouve pas que je l'ai travaillé assez intelligemment avec assez de rigueur, mon ancien spectacle. Donc pour celui-ci, pour Juste de l'amour, ce que je veux faire, c'est, je vais le faire mensuellement pendant un certain temps, 9 mois ou un an. Dans une petite salle, je vais topper les billets à 25 billets. Je veux pas avoir à me casser la tête pour des ventes de billets. Je veux juste qu'il y ait un peu de personnes pour que je puisse leur travailler mensuellement à chaque fois pour que ça devienne quelque chose dont je suis vraiment fier, uniforme. Et après ça, j'essaierai de le tourner un petit peu au Québec dans les endroits où je peux me le permettre et de refaire une captation dans un an pour le mettre sur le web aussi. Ok. Et donc, le spectacle précédent, donc c'est Un calice de rayon de soleil. Il y a un mot dedans que je peux pas prononcer correctement parce que je suis européen, je suis désolé, mais et je ne pouvais pas faire l'accent parce que sinon c'est encore plus problématique. Mais de quoi il parlait ce spectacle par rapport à celui-ci? Il parlait de différentes choses, mais il parlait beaucoup de la mort et de la maladie. Ça a pas l'air super joyeux, mais un- une longue anecdote qu'il y avait dans le spectacle, c'est que j'ai été approché il y a quelques années, c'était avant la pandémie, ça fait un bout de temps, par un groupe de médecins qui font la promotion de l'aide médicale à mourir. Parce que c'est légal au Québec être médical à mourir, mais il y a beaucoup de médecins qui décident de ne pas le faire parce qu'ils ont des problèmes éthiques avec ça. Puis eux, ils voulaient que moi et un autre humoriste, on fasse des numéros d'humour pour un peu briser le tabou puis encourager des médecins. On les aurait présentés à des médecins pour les encourager à faire plus d'aide médicale à mourir. Comme on fait tous dans les humoristes, hein, tout le temps. Ben On fait oui, tout le c'est temps ça, c'est tellement le meilleur sujet pour faire quelque chose d'humour. Puis c'était tellement absurde finalement. Puis on a fait des démarches avec eux. Le spectacle qu'eux voulaient monter n'a jamais eu lieu, mais ils ont fait des démarches. J'ai pu rencontrer une personne qui allait avoir le soin d'aide médicale à mourir. J'ai fait des démarches, puis après ça, leur show est mort un peu dans l'œuf, mais moi, je trouvais que cette expérience-là était hyper enrichissante, puis en même temps très, très absurde. Oui. Fait que j'ai comme un peu brodé un spectacle autour de ça, avec différents trucs. Tout n'est pas parfait dans la continuité, mais ça partait un peu de cette expérience-là de faire un spectacle d'humour sur l'aide médicale à mourir. Puis je l'ai étiré sur un 45-50 minutes environ. Ok. Et est-ce que tu as senti une évolution entre les deux spectacles, soit dans ta manière d'écrire ou de jouer? Est-ce que tu as senti une différence ou... Ouais, mais je sais pas si c'est nécessairement une évolution qui va rester tout le temps, mais définitivement, le nouveau spectacle est beaucoup plus personnel. Je parle de ma vie au quotidien. En général, tu sais, l'ancien, je parlais d'une expérience qui m'était arrivée en disant, oui, le groupe est venu me voir pour écrire un numéro sur l'aide médicale à mourir, mais je parlais très peu de mes émotions, je parlais très peu de mon vécu au quotidien. Là, je suis vraiment plus dans ma vie de tous les jours avec le nouveau spectacle. Oui. Oui, c'est ça. C'est le côté plus personnel qui est vraiment une complètement nouvelle avenue pour moi en création. Ok, ben moi j'ai beaucoup aimé ça, donc je suis curieux de voir le spectacle précédent pour voir un peu
comment je l'envisage, mais celui que j'ai vu, moi j'aime beaucoup qu'il y ait du personnel dedans. Ouais, C'est vraiment quelque chose que j'ai aimé, mais c'est quelque chose que j'aime en humour quand je vois que c'est Oui. du vécu et qu'on en fait quelque chose de drôle. Moi aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, puis je pense que c'est quelque chose qui manquait à ce que je faisais avant. C'était un peu, tu sais, je pense que les textes étaient bons, les trucs étaient drôles, mais c'était un peu de, on n'apprend pas à te connaître, puis on a de la difficulté À te rejoindre. oui, à prendre pour toi, à vouloir, parce qu'on n'apprend pas à te connaître suffisamment, tu sais. Ok, ça marche. Et, C'est très secret par rapport à moi-même, ouais. et qu'est-ce qui a fait que tu es passé à autre chose? C'est une envie ou c'est juste ça s'est fait naturellement? Mais ça s'est fait naturellement, puis là, le show Juste de l'amour parle d'un processus dans lequel je suis au quotidien. Fait que je suis obligé de parler des expériences que je fais parce que sont très drôles, sont un peu absurdes, puis c'est ça qui m'a poussé à écrire sur ce sujet-là, en fait. Fait que c'est vraiment ma porte d'entrée pour en parler, dans le fond. Ok, bah donc je conseille à tout le monde de voir ce spectacle. Donc tu vas le jouer une fois par mois, tu l'as dit, donc il y aura l'occasion d'aller voir. J'espère que les salles seront remplies à chaque fois, je te le souhaite. Est-ce qu'il y a d'autres projets dont j'aurais pas connaissance sur lesquels tu travailles? Oui. Oh. Je travaille sur un podcast qui est un podcast de discussion cette fois-ci, Ok. avec Emma Berthoud, qui est l'autrice avec qui je travaille principalement. Ce qui est un peu dur à expliquer, mais ça s'appelle Défaire le monde. On a déjà tourné 2 épisodes. Le concept, en fait, c'est de prendre des discussions absurdes qu'on a quand on est un peu batté à 2 heures du matin. Des trucs comme, est-ce que... C'est des genres de questions de personnes sur la drogue, mais qu'on veut discuter avec des vrais experts. Fait que j'ai un exemple. On a une question qui est, est-ce que le cannibalisme devrait être légal si c'est fait avec consentement? Et on en parle avec Farnell Morissette, qui est un avocat qui est super gros sur TikTok. On en parle avec des gens qui ont des vraies bases là-dedans pour qu'on puisse explorer le sujet. Puis ça reste un podcast humoristique, mais c'est ça. Fait que c'est des discussions avec des experts sur des questions vraiment, vraiment absurdes. Ok. Et est-ce que tu sais quand est-ce que ça va sortir? Je sais pas exactement. Là, on est encore en train de peaufiner les trucs. On a tourné 2 pilotes. On en tourne un prochain samedi. Fait que ça devrait être au courant du mois de juillet 2023, mais je sais pas exactement quelle date. Ok. Ben, on va suivre ça avec attention. Je suis très enthousiaste. Je pense que ça va être bien. Ouais. Non, je pense, mais déjà, le premier sujet, j'ai envie de savoir ce qui est dit dedans. Moi, Oui, ça, puis moi, ça m'appelle. Ça, c'est un épisode qu'on tourne samedi, puis j'ai commencé à faire de la préparation, puis j'ai très hâte d'en discuter. Fait que ça, c'est bon signe quand on Oui. a. Ouais, j'ai envie de l'écouter, le podcast que je fais moi-même, tu sais. Ouais, ça c'est vraiment bon. Ben, moi, c'est un peu ce que j'ai fait avec ce podcast-ci. Je me suis dit, ben, je vais faire le podcast exactement celui que je Qu'est-ce voudrais que tu voudrais entendre. voir, ouais. Et je me suis dit, peut-être d'autres vont vouloir la même chose. Donc maintenant, Renan, ça a fonctionné. Oui, oui, il dit oui, oui, en effet, merci. S'il avait dit non, ça aurait été tellement triste. Mais voilà, ok, bah super. Maintenant qu'on est revenu sur ton actualité, tu le sais, le principe du podcast, c'est de remonter le temps. Tu es curieux de savoir tout ce que j'ai découvert sur toi. Je suis inquiet et curieux. Ouais. Inquiet et curieux, j'espère plus curieux que inquiet. Mais malgré toutes mes recherches, je n'ai pas trouvé ta date de naissance et ton lieu de naissance. Ah. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé ton Non, Facebook. mais ça se peut très bien que. Ah, il est juste pas sur mon Facebook C'est personnel. ça. Je suis né en 86, 18 février 86, et je suis né à Montréal. En fait, je suis né dans un hôpital à Laval, mais j'ai grandi à Montréal. Mes parents étaient déjà installés à Montréal à ce moment-là. Voilà, ça c'est les informations pour ta future page Wikipédia qui me manquaient. Le reste, j'ai. Le reste, Je pense. t'as tout ce qu'il faut. Parce que je sais que tu as grandi à Bordeaux-Quartier-Ville, à l'ouest d'Ahuntsic, Ouais. à Montréal. Tu mangeais des pâtes au pesto pour ta fête d'anniversaire. Au primaire, tu étais dans une école alternative où tu pouvais choisir tes horaires. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu étais déjà quelqu'un de drôle enfant? Ouais, je pense que oui. Je pense qu'enfant, j'étais très drôle. Je pense qu'au niveau du secondaire, qui est comme pendant l'adolescence, j'ai pris une période un peu beaucoup plus renfermée où j'avais 1 ou 2 amis, mais c'était des groupes très très petits. Puis j'étais plus très, j'étais très introverti pendant cette période-là. Puis je me suis réouvert un peu plus tard. Fait que j'ai eu des variations, dirons, dans ma personnalité. Mais quand j'étais jeune, puis au primaire, oui, je pense que je faisais énormément de blagues en classe. J'étais très dérangeant comme élève. Puis je parlais très fort aussi. J'avais une professeure au primaire qui avait exigé que mes parents me fassent un test d'audition parce qu'elle pensait que j'étais sourd. Mais non, je faisais juste parler vraiment fort tout le temps. J'avais une très bonne audition, en fait. Mais oui. Ok, ça marche. Et est-ce que tes parents, donc Michel et Christian, C'est tellement. Ok. Est-ce que. Je fais une parenthèse. Est-ce que tu vois c'est qui Nardwar? Ça te dit quelque chose? Non, ça me dit rien du tout. Ok, je vais t'envoyer des liens. C'est un journaliste culturel canadien.
Ok. qui interviewe des musiciens, dernièrement surtout des rappeurs, et c'est tout le temps des trucs comme ça, hyper pointus sur leur vie. Il leur fait des cadeaux sur des trucs super personnels, puis des fois, il y a des gens qui se fâchent parce qu'ils sont comme, comment tu as cette information-là? Il n'y a personne qui a cette information-là. Fait que oui, il y a vraiment des parallèles à faire avec ce que tu Voilà, fais. ben, je vais découvrir. On a la même façon de travailler. Mais moi, c'est juste, j'aime la tête des invités quand je leur dis des informations qu'ils savent. Mais comment Mais les noms de mes parents, je sais pas d'où tu sais. tu as dit ça dans un podcast? Ok, Je ne ok. sais plus lequel, mais donc, est-ce que Michel, Christian ou ta grande sœur Noémie, euh, est-ce que ce sont des gens drôles? Oui. Oui, oui. Mon père c'est clairement quelqu'un de très drôle qui utilise beaucoup l'humour comme moyen de contact avec les gens. Pour le meilleur et pour le pire, là, des fois, il fait un peu trop de blagues à des moments inopportuns où ça manque peut-être un peu de sensibilité. Mais oui, il a toujours été très drôle. Ma mère et ma soeur aussi ont un excellent sens de l'humour, mais probablement qu'ils l'expriment moins au quotidien. C'est pas les personnes qui faisaient le plus de blagues dans la famille. Mais oui, je pense que l'humour, je le tiens beaucoup de mon père et toute mon enfance et adolescence aussi, on regardait tout le temps les Simpsons en famille, la traduction Keb des Simpsons d'ailleurs. Fait que ça a beaucoup, c'est ça. Mon père qui faisait beaucoup de blagues et regarder des émissions humoristiques avec lui, ça a beaucoup formé mon sens de l'humour, je pense. Ouais. Ok, mais j'allais le dire. Tu regardais, t'as jamais été un grand féru d'humour, d'humoriste en tout cas. Ouais. Tu regardais beaucoup les Simpsons, mais est-ce que les humoristes, vous regardiez ça en famille à la télévision? Vous alliez voir des spectacles ou vraiment Pas pas? du tout, pas du tout. Moi, je voyais des fois des spectacles parce que les galas juste pour rire, à une certaine époque, jouaient sans arrêt à la télé. Fait qu'il y a des trucs que je me rappelle avoir vus, puis que je trouvais ça intéressant quand je tombais dessus quand ça jouait à la télé, mais c'est jamais des trucs que je recherchais ou que je voulais aller voir. Mes parents, j'ai l'impression que, à part Yvon Deschamps, ils ont jamais été intéressés par un humoriste ever. C'est vraiment pas un truc qui roulait dans la famille. Puis c'est ça, moi j'étais pas intéressé. J'ai tout le temps été intéressé par l'humour en général comme mode de communication. Puis quand je travaillais sur d'autres projets, c'était tout le temps, de la scénarisation ou des autres, ça finissait tout le temps par être humoristique. Mais je pensais pas faire de la scène pantoute. C'est vraiment arrivé très tard dans ma vie, ça. Ok, donc c'est jamais arrivé que tu regardes un gala juste pour rire et que tu restes de ah c'est qui lui, il faut que je sache tout sur cette personne ou que je vois tout. Comme toi, j'en Comme moi, absolument ben, pas. Absolument pas. je fais de la projection en ce moment. Ouais. Moi, quand j'ai découvert l'humour, j'ai fait mais waouh, c'est quoi? Faut que Ah je non, regarde. c'est C'est ça. le. Moi, j'aimais le regarder, mais je me projetais même pas là-dedans dans le sens où je m'imaginais pas faire de la scène avant super tard. Tu sais. Ok. Mais moi, je m'imaginais pas le faire, mais j'ai vu. Ben moi, c'est Jamel, probablement le premier spectacle que j'ai vu, et je regarde ça en me disant mais c'est le meilleur métier du monde. Et je suis pas capable de le faire. C'est ma première impression de je vais regarder parce que je le ferai pas. Oui. Ok, il y a une partie de la fascination qui vient du fait que tu comprends pas comment ça peut être fait. Là. C'est ça. Ouais, ouais. Je trouvais ça incroyable. Juste, il arrive, il parle, les gens. Son métier, c'est de faire rire des gens. C'est parfait. C'est assez incroyable. C'est incroyable. C'est pas fou. Donc moi, ça m'a. Enfin, j'ai vu ça, j'ai été capté, et après c'est fini. J'ai regardé que ça et Friends. C'est les deux. J'étais très monomaniaque sur deux choses. Mais ouais, voilà, ok. Mais donc pas, t'allais pas voir des spectacles et tout ça spécialement. C'est pas quelque chose qui Non. était Je commun. pense que j'ai jamais vu de spectacle d'humour avant, probablement l'année avant que j'applique à l'École nationale d'humour. C'est vraiment étrange à dire, mais Ah ouais, je pense que j'avais jamais vu de stand-up. Je suis pas certain, là, mais j'ai l'impression que j'avais jamais vu de stand-up. Alors que tu habites à Montréal. Ouais, ouais, ouais. C'est quand même impressionnant. C'est le bassin de l'humour pour moi. Il y a des salles de spectacle à tous les coins de rue, limite. Ok. Ouais, mais c'est comme les Montréalais qui vont jamais au Mont-Royal, en fait. C'est comme, tu vis tellement dans la ville que tu te donnes pas la peine. Ouais. Ok. Mais après, au secondaire, tu as étudié au collège Mont-Saint-Louis. Tu as joué de la batterie, tu jouais dans des groupes. Mais est-ce que faire de l'impro, faire du théâtre, c'est quelque chose qui t'attirait un peu ou vraiment pas du tout? C'est vraiment. J'ai toujours été fasciné par l'impro. Ma mère travaillait dans une. Elle s'occupait des activités parascolaires dans une école secondaire. Oui, je sais. Oui. Tu fais un regard de oui, je sais très bien. Fait qu'elle, un des trucs dont elle s'occupait, c'était l'impro de son école, qui était un truc sur la rive sud. Et c'est arrivé vraiment souvent qu'elle me traîne dans des matchs d'impro. Quand moi j'étais au primaire, elle me traînait dans des matchs d'impro de son école. Puis j'ai tout le temps trouvé ça fascinant. Ça me faisait beaucoup, beaucoup rire. Probablement que je comprenais pas tant que ça, qu'est-ce qui se passait, mais je trouvais ça hyper impressionnant. Mais j'ai l'impression que justement, à la période où moi j'aurais pu commencer à faire de l'impro, qui est plus le secondaire, c'était une période où j'étais beaucoup trop enfermé, pas assez confiance en moi, j'aurais pas pu le faire. Fait que moi, j'ai jamais fait d'impro. Puis ça, c'est aussi un autre truc qui est gigantesque au Québec, là, dans les écoles secondaires et surtout dans les cégeps. C'est vraiment un gros truc, l'impro, mais moi, j'en ai jamais fait, en fait. La seule fois où j'ai fait de l'impro
un petit peu, c'est un été entre 2 sessions à l'École nationale de l'humour. Parce que je voulais me faire encore plus les dents avec la scène, mais c'est la seule expérience d'impro que j'ai eue. Waouh. Alors que tu es encore une fois, oui, comme tu le disais, dans le pays de l'impro. Ouais, ouais. Moi qui ai fait de l'impro en Belgique, on regardait les Québécois quand ils venaient, on était là, waouh, ils sont tellement bons, ils font ça depuis toujours, c'est génial, je veux être Québécois. Et lui, il était Québécois, il était là, non, je vais pas faire ça. Mais en fait, je trouvais ça. Mais c'est bizarre, c'est ça, je trouvais ça super incroyable quand j'étais au primaire, mais on dirait que j'y ai jamais pensé au secondaire que c'était une option, puis j'ai pas osé, ouais. Ok. Après, au niveau du parcours scolaire, tu as été au Cégep du Vieux-Montréal avant de faire des études en sonorisation et enregistrement à Drummondville Ouais. parce que tu voulais réaliser des albums. Ouais, à la Euh, base, c'était ça le plan, ouais. et qu'est-ce qui fait que tu n'as pas poursuivi dans cette voie-là? Je sais pas du tout, en fait. Je pense que j'ai réalisé que ce serait énormément de travail, puis c'était une période de ma vie où j'avais pas assez de rigueur pour m'embarquer dans un projet qui demandait énormément de travail. Et j'ai pas beaucoup d'oreilles, en fait. C'est un truc que j'ai que j'ai réalisé. Tu sais, moi, je suis batteur, j'avais tout le temps, fait que j'ai du rythme, mais j'ai vraiment pas d'oreilles, puis c'est quelque chose qui était vraiment difficile parce que c'est ça. J'ai fait des trucs en sonorisation, mais après ça, j'ai fait des cours un peu de théorie musicale parce que ça m'aurait aidé pour essayer de réaliser des albums, mais ça, c'était hyper pénible, ça marchait pas vraiment. Ok. Fait que c'est juste un peu mort dans l'œuf, tranquillement, tu sais. Mais c'était pas une peine de je vais abandonner un rêve, ça s'est fait Non, naturellement, t'as vu. je me rappelle même pas du moment où j'ai décidé d'abandonner. Puis non, ça a pas été un deuil du tout. Ok, Je suis juste passé à autre chose, disons. ça marche. Après, tu as travaillé comme technicien de son pour monter des scènes, puis tu as fait un bac en psychologie à l'Université de Montréal. Pendant ton bac, tu as fait un certificat en Tu me scénarisation. demandais si tu le saurais, ça. Ok, je voulais te plugger avec un truc que tu saurais pas, mais oui, j'ai vu. Ok. Oh, essaie. Mais tu as fait donc un certificat en scénarisation dans lequel tu écrivais des courts-métrages, des web-séries qui étaient toujours teintées d'humour. Ouais. Pourquoi cette envie de faire de la scénarisation à ce moment-là? Je sais pas, c'est tout le temps. Je sais pas, c'est un truc qui m'intéressait plus naturellement que la scène, disons. Puis c'est pas quelque chose que j'ai complètement abandonné, dans le sens où j'ai aucun projet en ce moment, mais c'est un truc que j'aimerais peut-être éventuellement reprendre. Je sais pas, ça m'attirait, puis je consommais énormément, c'est ça. Je consommais beaucoup de télé, je consommais des films, c'est juste beaucoup dans mon quotidien, puis je voulais. C'est un truc qui m'intéressait. Ouais. Ok. Mais donc tu as fait après une maîtrise en psychologie où tu faisais de la recherche avec une thèse sur le système visuel avec les images ambiguës. Je n'ai aucune idée de ce que je C'était dis. tellement chiant en plus, mais ouais, ouais. C'était vraiment pas super intéressant. Mais est-ce que tu vois, c'est quoi l'image du lapin qui a un peu de l'air d'un canard selon Oui, la que façon en que tu le fonction de, regardes? que- Ouais. de... La jeune fille qui a de l'air d'une vieille dame. On essayait de voir s'il y a des conditions dans lesquelles ces images-là apparaissaient plus facilement. Fait qu'on avait comme des modèles 3D d'animaux qui étaient qu'on présentait selon différents angles puis différents niveaux de dégradation, fait que de plus en plus embrouillés. Puis on essayait de voir, puis on demandait à des gens qu'est-ce que tu vois, puis on essayait de voir s'il y a comme un sweet spot où les images devenaient plus ambiguës. Je sais pas qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec ça si ça avait été concluant. Est-ce que ça a C'était été pas concluant? C'était même C'était pas pas concluant. concluant du tout. Bah, je suis content que tu aies fait l'humour après. Je suis très content aussi. Mais est-ce que ces études-là, donc des études en psychologie, aujourd'hui dans ta vie d'humoriste, ça t'est utile? Est-ce qu'avoir étudié en psychologie, c'est quelque chose qui est utile pour un humoriste? Je pense que en fait, c'est sûr que n'importe quelle étude, c'est utile. Puis dans n'importe quel milieu artistique, ça vaut la peine parce que tu sais, tu vas être avec plein. Les gens avec qui tu vas être en compétition, en gros guillemets, mais les autres personnes, les autres créateurs qui vont être autour de toi, il y en a plein que le seul truc qu'ils vont connaître, c'est le médium dans lequel ils sont. Puis c'est un peu absurde quand tu penses à ça. De quoi tu vas parler si tout ce que tu connais, c'est le cinéma ou si tout ce que tu connais, c'est l'humour, en tout cas. Fait que c'est sûr qu'avoir fait des études, c'est utile pour tout le monde dans n'importe quel milieu artistique, mais fait que c'est sûr que ça me sert, mais je sais pas de façon concrète de quelle façon ça me sert. Tu sais, ça arrive jamais que j'écris une blague puis je me dis ah ouais, ça c'est clairement parce que j'ai un background en psycho que j'ai fait cette blague là, tu vois. Mais ça a contribué à la personne que je suis puis à je pense que j'ai probablement des angles plus intéressants ou des façons de voir les choses un petit peu différentes parce que j'ai un background d'information, ouais. C'est Ok. sûr que c'est utile, ouais. Ok, mais tu t'es jamais dit, on a vu ça en psychologie, je pourrais en parler sur scène, ça va intéresser parce que c'est un truc qu'on connaît moins. Je crois pas. Non, j'ai Ok. pas l'impression. Ça marche. Mais est-ce que quand tu as croisé des humoristes, tu t'es dit, là, il y a un Trouble de il y a un personnalité. trouble. Il y a un trouble de personnalité. Oui, ça arrive, mais c'est le cas avec tout le monde. Ouais, en humour, c'est le cas avec tout le monde, ouais. Ok.
Est-ce que là, en ce moment, tu es en train de dire il y a un petit trouble maniaque de quelque chose? Ben, pas dans ta façon de t'exprimer, mais dans la recherche, oui, clairement, il y a quelque chose qui Clairement, il y a un m'inquiète. truc de psychopathe. Je vais quitter très vite à la fin. Ensuite, donc pendant ta maîtrise, tu as travaillé dans des maisons de transition avec des gens qui sortaient de prison. Ouais. Puis tu as commencé à travailler comme intervenant en santé mentale dans un centre de crise, donc un centre qui accueille des gens sur une courte période pour les aider à retomber sur leurs pattes. Si je me trompe pas, c'est des gens qui sont pas assez bien pour qui sont assez bien pour ne pas être en hôpital, mais qui sont pas trop mal pour rester qui sont trop mal pour rester Ouais. chez eux. C'est Ça. exactement la formulation que j'ai utilisée C'est dans le ça. podcast, mais je me reconnais quand je l'explique, en fait, de la façon que tu le dis. Mais oui, c'est ça. Ça avait été créé pour désengorger les urgences psychiatriques. Donc, c'est des gens qui on veut pas garder à l'hôpital parce qu'ils vont pas assez mal pour être à l'hôpital, mais qui peuvent pas être en sécurité chez eux. Fait qu'ils étaient hébergés pour un maximum de 2 semaines, quelques jours à 2 semaines au centre de crise. Ok. Mais donc c'était principalement des gens qui étaient suicidaires. Ouais, je pense, oui, je pense comme 80% de la clientèle avait des idées suicidaires. Donc c'est un métier assez intense. Tu as travaillé là-bas pendant 5 ans. Tu as arrêté quand tu étais à l'École nationale de l'humour, dont on parlera bien sûr après. Après, tu as encore fait 1 an après l'ENH en mi-temps et tu y es même retourné pendant la pandémie. Ouais. Qu'est-ce que tu aimais dans ce métier? Qu'est-ce qui fait que tu ne te voyais pas faire ça toute ta vie? Euh, Parce que tu l'as dit que tu ne ferais pas ça toute ta vie. Ouais, ouais. c'est- Oui. J'ai. Ben, c'est super enrichissant comme métier, ça c'est sûr. C'est super. Ben, tu sens que tu fais quelque chose qui est utile. Puis d'ailleurs, même avec la transition avec l'humour, au début, j'avais un peu l'impression que c'était un peu absurde, inutile ce que je faisais sur scène. Mais je sais pas. Je pense que j'ai l'impression que le réflexe des gens quand je dis je pouvais pas faire ça toute ma vie, c'est ah ouais, ça doit être parce que c'est trop très difficile comme métier. Puis c'est vrai que c'est difficile comme métier, mais moi j'avais la chance d'être très bon pour déconnecter. Quand je rentrais chez moi le soir, j'y pensais pas du tout. Des fois, j'oubliais le nom des clients quand j'étais chez moi. Fait que j'étais bon pour déconnecter, j'étais bon pour séparer ces deux aspects-là de ma vie. Mais il y avait j'avais comme une envie de création qui était pas satisfaite dans un travail hyper dans une relation d'aide comme ça. Je voulais, c'est ça, je sentais que je voulais faire quelque chose de créatif. Ok. C'est vraiment la raison pour laquelle je suis passé à autre chose. Mais c'est ça, le stand-up, c'est un peu arrivé par hasard. J'ai fait, c'est ça. À ce moment-là, les trucs créatifs que je pensais faire, pour lesquels je m'enlignais, c'était plus des trucs en scénarisation. Ok. Mais j'ai entendu, donc ça tu l'as dit dans le podcast de Guillaume Wagner, que l'humour c'était un moyen de prendre une distance et de dédramatiser, de pas déprimer en faisant ce métier, enfin à toi et les collègues. Est-ce que tu penses que ça a joué sur ton style d'humour? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu fais encore. Ouais. Oui, mais je pense que ça tombait déjà bien dans mon style d'humour à cette époque-là. Je pense que j'avais déjà un peu ce style d'humour-là. Mais oui, on faisait. Oui, c'était très léger. Les interactions avec les collègues étaient surprenamment souvent très légères et très humoristiques parce qu'on a besoin d'avoir une soupape de. C'est ça, on peut pas être tout le temps dans le drame. Euh, Fait que oui, je sais pas si ça m'a formé, mais clairement, ça fitait bien avec mon type de personnalité. Ok, ça marche. Et pendant que tu faisais ta maîtrise, tu t'es inscrit au cours du soir à l'École nationale de l'humour. Tu as pris le cours de présentation de numéros que j'ai pris en venant à Montréal. Là-bas, tu as rencontré Maud Landry et Léa Streliski. Qu'est-ce qui t'a donné envie de suivre ce cours? Parce que j'ai l'impression qu'il apparaît tout d'un coup dans ton Ouais, parcours, mais je sais pas on exactement. vient de tripler le public avec Balthazar et Cyril. 300%. Allô. Merci les copains. Euh, je sais plus trop, honnêtement. Je pense que. Parce que c'est ça, je m'enlignais vraiment plus sur des trucs en scénarisation. Je me rappelle pas comment la transition s'est faite. Pourquoi j'ai décidé de faire écriture humoristique. Mais présentation numéro, c'est ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça dès que je l'ai faite. Puis j'ai essayé de me présenter à l'École nationale de l'humour ensuite. Mais je sais plus comment le déclic s'est fait. Ça se peut que c'est pas impossible. Moi, je travaillais déjà avec Emma à ce moment-là, qui est l'autrice avec qui je travaille encore maintenant. Puis ça se peut qu'elle m'en avait parlé. Elle m'avait un peu genre mis au défi de le faire. Je suis plus sûr comment ça s'est passé. Ok. Mais c'est ça, j'avais fait ce cours-là, puis j'ai beaucoup aimé en fait. Ok. Et il y a un applaudissement de Cyril. Et à la fin de ce cours, vous deviez présenter un numéro. Donc, tu as fait ton premier passage sur scène. Quel souvenir t'en gardes de ton premier passage sur scène? De quoi tu parlais? Comment ça s'est passé? J'avais un numéro. C'est fou parce que je l'ai tellement répété
Sais-tu en quelle année? T'as-tu l'année d'ailleurs? L'année exacte, je ne l'ai pas. Ok. Pour le coup, je suis désolé. Non, non, y a pas de problème. C'est Pas de problème parce que- mon podcast manque de précision. On me le dit tout le temps. C'est vraiment pas sérieux, c'est quoi ce projet-là? Je suis désolé, mais c'est toi qui n'es pas assez clair dans tes interviews. Il y a des trucs qui. Voilà, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis trop perfectionniste, ça m'embête vraiment de ne pas avoir l'année. Mais c'est drôle parce que je l'ai tellement répété ce numéro-là, puis dans le numéro, je disais l'année à un moment donné. Fait que mais là, je m'en rappelle plus. Ça parlait. Puis c'est quelque chose qui a super mal vieilli. Là. Ça, t'as pas de vidéo de ça? Non, j'ai pas de vidéo, content t'inquiète que pas. t'aies pas de vidéo de ça. C'est un truc qui parlait. Ça parlait de dynamique homme-femme puis d'exploitation des femmes, mais avec un côté de reproche vraiment weird. L'angle, c'était comme pourquoi est-ce que les femmes acceptent de porter des talons hauts si ça t'empêche de courir aussi vite. C'était vraiment comme. C'était vraiment comme, hey, il y a une dynamique de pouvoir, mais c'était vraiment du victim blaming de pourquoi vous acceptez de subir ça. Ça aurait super mal vieilli. Mais c'était un peu ça la thématique du truc. Ok, donc à l'époque, tu n'aurais pas fait le spectacle Fuck la culture du viol. Non, je me serais fait dire que c'est ça. J'ai l'impression que le propos avait une bonne intention, mais c'était plein d'angles morts. C'était très, très mal fait. C'était, ouais. Ok. Mais comment t'as vécu le fait d'être Ça avait sur bien scène? été, en fait. Ouais. Ça avait super bien été, puis je pense que j'avais pas du tout et l'ambition d'être humoriste suffisante et la force de caractère pour continuer si ça n'avait pas bien été. T'sais. Le premier show a vraiment bien été. Après ça, j'en ai eu plein où je me suis planté monumentalement, mais comme le premier show avait bien été, j'avais goûté à quelque chose que j'aimais puis que je voulais essayer de reproduire. Ok. Mais ce qui fait qu'une fois que tu as fini ta maîtrise et après avoir eu cette expérience, tu décides de passer les auditions pour l'école. Tu as alors 28 ans. Ouais. Et comment ça s'est passé pour toi, les auditions? Est-ce que tu avais repris le numéro que tu avais fait au cours ou pas du tout? Je pense en partie. Je pense que j'avais 1 ou 2 gags. D'ailleurs, le gag de Bruce Willis, ça, c'est le premier gag que j'ai écrit, je pense. Ok. Puis c'était dans ce numéro-là, puis c'est le seul gag de cette époque-là que je garde encore. Puis là, j'essaie de le grossir dernièrement, mais que ça devienne un bit plus. Mais je pense que cette blague-là était dans mon édition pour l'École nationale de l'humour. Ok. Mais très bon gag pour le coup sur Bruce Ouais, Willis. mais en fait, le premier gag que j'ai écrit est excellent. Après, c'est beaucoup de très mauvaises choses, mais ouais. Mais je sais qu'il y avait des blagues de suicide et une anecdote d'un chat en chaleur. Ah ouais, je me... Oui, parce que ma copine m'a raconté un truc, puis je pense que je le ramenais comme si c'était à moi, mais ça m'est pas arrivé, mais elle avait gardé, c'est ça, elle avait gardé le chat, elle avait gardé le chat d'une amie, puis le chat était super bruyant et dérangeant parce qu'il était en chaleur, puis elle s'était fait dire, les chats en chaleur, tu peux comme les stimuler avec un Q-tips pour qu'ils soient plus tranquilles après, puis elle avait eu à faire ça. Fait que j'avais des blagues sur stimuler un chat en chaleur avec un Q-tip. Je me rappelle pas c'était quoi les blagues de suicide par contre. Je suis vraiment immature parce que tu as dit chat en chaleur et j'ai ri. Ok, mais et comment s'est passé le stage? Parce que tu fais le stage à l'École nationale, donc tu te retrouves à faire de l'impro que tu n'as jamais fait de ta vie. Non. Comment ça se passe? J'étais hyper stressé. Je pense que j'étais visiblement très mauvais aussi, mais je pense qu'ils voyaient d'autres trucs. C'était pas que sur l'impro, il y avait des exercices d'écriture, des trucs comme ça. Des fois, il y avait un truc où je pense qu'ils nous donnaient des coupures de journaux, puis on avait 1 heure pour aller écrire des gags sur chacun des trucs. Je pense que je me suis bien débrouillé dans les exercices d'écriture. Je pense que je devrais être plutôt mauvais dans l'impro. Honnêtement, c'est un peu... Les trucs d'impro, c'est vraiment un noir dans ma tête parce que je pense que je les ai effacés. Là. Je veux plus... parce que c'était sûrement horrible. Mais c'est ça, ça a fonctionné. La première fois que j'ai fait l'audition, ça a fonctionné. Ouais. Ok. Quoi? Ouais, tu peux parler. On est 3, on est 4 4 directement. Même, Balthazar, si tu as une question, à tout moment, tu peux intervenir s'il y a quelque chose. Tu veux que je te la dise? Ok, ben c'est une blague de... Puis ça, c'est une vieille blague, mais là, j'essaie de la ramener, mais c'est... je parle des couples hétéros qui ont... des gars qui veulent pas avoir du sexe pendant les menstruations. Puis je dis, c'est peut-être une phobie de castration, ils veulent pas avoir du sang sur leur bite. Je comprends pas, parce que moi, personnellement, je trouve ça donne un look badass à mon pénis. Avec son crâne chauve, plein de sang, on dirait Bruce Willis à la fin de Die Hard. Puis, puis là, dernièrement, ça, c'est un gars que j'ai fait il y a super longtemps. J'avais arrêté de le faire, mais là, dans le nouveau show où je parle beaucoup de sexualité, je l'ai ramené, puis je le retravaille un peu. Mais c'est ça, c'est le premier gag que j'ai écrit, je pense. Ça fait très longtemps. Ok. Tu me diras du coup si tu veux que je laisse la blague dans le podcast. Je peux la laisser. Moi, ça me va parce que j'aime beaucoup cette blague. Et après, tu l'étends à d'autres choses, mais ça, venez voir le spectacle. Oh, promotion. Et donc, tu intègres l'École nationale de l'humour. Tu es diplômé en 2016. Dans ta cohorte, on retrouve entre autres Alexandre Forêt, Coco Belliveau, Charles Pellerin, mais aussi un Belge,
Étienne Serre. Il fallait que je le Salut, ramène. Étienne, ouais. Salut Étienne. À qui j'ai demandé est-ce que tu as des anecdotes sur Colin? Et non. En plus, on se tenait beaucoup ensemble, on s'entend super bien, Étienne. Mais ouais, je suis quelqu'un de très secret dans la vie, fait que je pense que les gens, c'est ça. Mes amis qui sont pas les amis les plus proches connaissent pas énormément de trucs sur moi. Genre Étienne, je pense pas qu'il y a des trucs vraiment crunchy sur ma vie. Ouais. Je peux te dire que Visiblement. non, apparemment. Mais comment tu décrirais ton expérience à l'ENH? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et est-ce que toi, tu le recommanderais à d'autres personnes? C'est une question. J'en parle souvent avec des gens, puis je suis mitigé sur ma réponse. Comme Euh, tous les invités à qui j'ai parlé Oui, de l'école. j'imagine, c'est ça. Mais c'est juste vraiment pas pour tout le monde. Je suis convaincu que je ferais pas de stand-up si j'avais pas fait l'École nationale de l'humour. Fait que clairement, ça m'a été utile. Je peux pas dire le contraire. Mais il y a une grosse partie de ça qui est j'aurais jamais eu l'entre-gens d'aller dans des soirées, me présenter au booker, leur dire hey, je commence à faire de l'humour, pourrais-tu me booker dans une soirée, tu veux-tu venir me voir à un open mic ou des trucs. J'aurais juste jamais fait ça, j'aurais abandonné. Puis le fait d'avoir fait l'école, ça m'a donné une facilité de booking en sortant un peu parce qu'il y a comme une espèce d'étang de qualité, veux pas. Fait que ça m'a aidé énormément. Puis j'ai appris beaucoup de trucs à l'école, mais en même temps, j'ai beaucoup plus appris en travaillant dans les bars après l'école. Fait que j'ai l'impression que quelqu'un qui fait déjà des bars puis qui a la facilité d'aller voir les gens puis qui est capable de se trouver du booking pour avoir suffisamment de temps de scène n'a pas absolument besoin de faire de l'école. Ok. Mais en même temps, ça serait hypocrite pour moi de dire faites pas l'école parce que je le sais que j'en ferais pas si c'était pas de ça. Je pense vraiment que c'est une question de tempérament. Puis il y a certaines personnes, tu sais, dans les dernières années, il y a des gens qui sont inscrits à l'école, qui ont été pris, qui ont des fois décidé de pas la faire parce que les trucs allaient déjà bien. Tu sais, quelqu'un qui roule déjà beaucoup, j'ai l'impression qu'il risque de perdre un peu de temps en passant 2 ans à l'École nationale. C'est Christine Morancy qui avait été Ouais, prise. Christine Morancy, il y a quelqu'un d'autre dernièrement où j'étais comme, ah ouais, je pense que tu as bien fait de pas y aller. Mais en même temps, tu apprends plein de trucs, c'est ça. Ça dépend vraiment du tempérament des gens. Ok. Mais comment tu as vécu du coup l'après-école? Parce qu'avec l'école, tu es encadré, tu es protégé, on fait des scènes avec l'école, on fait la tournée des finissants et tout ça. Comment tu as vécu l'après-l'école, une fois que tu es cette fois-ci lancé dans le bain de l'humour québécois, où tu dois contacter les bookers, trouver les scènes, tout ça? Comment tu as vécu les débuts? Ça a quand même bien été. Je pense que mon après-école. Moi, j'ai eu énormément de support et d'encouragement de mes profs à l'ENH et de la direction. Ils m'aimaient bien quand j'étais là. Par contre, ma tournée de l'ENH était catastrophique. Là. Ok. C'était nul. En fait, ça marchait. Le club soda a bien été, mais tous les trucs en région à Montréal, hors de Montréal, je me suis planté royalement. Parce que Fait que c'était trop montréalais ou? c'était pas typiquement montréalais, mais c'était probablement un peu woke chiant pour les gens en région. Là. Fait que ça a vraiment pas fonctionné. Fait que je pense que mon après-école, quand j'ai recommencé à faire des bars, a été très agréable parce que je recommençais à avoir des rires. Là. Ça faisait vraiment longtemps que ça avait été dur. Fait que quand j'ai recommencé à faire des bars, le côté interpersonnel, contacter le monde, c'était plus difficile, mais éventuellement, moi, je me suis parti une soirée, puis ça aide énormément avec le booking aussi. Mais moi, je pense que ça a été agréable de recommencer à faire des bars parce que mon expérience de tournée a été pénible. Ok. Et je voulais te demander, s'il faut que je retrouve ma question. Aujourd'hui, je sais que pour écrire, si je me trompe pas, après je me trompe pas, Je sais que je me trompe pas, je sais pas pourquoi J'aime l'arrogance et la il y a confiance. une arrogance dessus, mais j'ai travaillé à un moment donné. Laissez-moi me prendre des petits mérites. Le public est en délire ce soir. Mais aujourd'hui, je sais que pour écrire, tu t'aimes te poser chaque matin pour écrire plusieurs heures pour écrire. Tu as même une application qui bloque Facebook et les autres distractions pour pouvoir écrire. J'ai définitivement plus ça. Tu l'as plus? Ah ok, ça a changé. Voilà, les recherches finalement ne sont pas aussi bonnes que je le croyais. Plus d'arrogance, c'est fini. Mais t'aimes prendre un sujet et voir quel est ton avis sur ce sujet et parler autour de sujets de société, aborder des thèmes qui au départ ça transpire pas la drôlerie, comme tu as parlé beaucoup de racisme, d'identité, de politique, de relations hommes-femmes, même si ça pour le coup ça peut être plus drôle, mais tu vas plus loin dans le sujet. Ouais. Est-ce que c'était déjà le cas à l'école ou c'est venu plus tard ça? Ça, c'était déjà vraiment le cas à l'école, mais c'est de moins en moins le cas. Tu sais, tantôt, on parlait de là, je fais des trucs plus personnels. Avant, puis ce que je voulais dire, parce que je me rappelle, j'avais dit ça dans un podcast, mais à l'école et pendant les premières années après l'école, j'écrivais vraiment plus comme un chroniqueur, dans le sens où j'ai une opinion sur ce sujet-là. Je vais pondre du stock, puis éventuellement mettre des blagues à l'intérieur. Mais c'est ça, ça restait des... Je faisais des numéros sur des concepts, c'était des trucs très éloignés de moi en général. Là, dernièrement, je travaille moins comme ça pour 2 raisons. Parce que
j'essaie moins de pondre des numéros, j'essaie plus de pondre un spectacle uniforme complet. Fait que j'ai déjà mathématiques, je peux pas écrire sur n'importe quoi là-dessus, il faut que ce soit des trucs qui vont bien se jumeler dans le spectacle. Et je commence à faire des trucs de plus en plus personnels aussi. Fait que c'est moins, c'est ça s'enligne moins comme si je faisais une chronique sur un sujet. Ok. Mais est-ce que ta discipline d'écriture est restée la même Oui, de... je suis peut-être un peu moins tête, mais oui, j'essaie encore d'écrire le matin. C'est vraiment entre 9 et midi que je suis capable d'écrire. L'après-midi, j'arrive pas vraiment. Des fois, j'essaye de comme structurer des trucs ou faire du montage. Tu sais, je peux travailler pour des trucs d'humour aussi, mais j'ai vraiment de la difficulté à écrire des gags, à m'asseoir et écrire des gags en après-midi. Ça fonctionne pas très bien. Ok. Mais vraiment, tu t'assieds devant ton ordinateur et tu essaies d'écrire. Oui. Ok. Mais des fois, c'est ça. Puis des fois, c'est super efficace. Des fois, c'est vraiment le fun. Puis des fois, ça arrive vraiment que je suis 2 heures devant mon ordi puis il n'y a rien qui se passe du tout. Là. Tu sais, c'est pas toujours efficace, mais, euh, mais c'est ma façon de travailler. Mais en fait, puis ça, c'est un truc dont j'ai parlé à un moment donné avec une psy aussi de peut-être que je suis trop rigoureux dans mon travail, puis les moments où ça fonctionne pas, puis c'est hyper pénible, puis je me tape sur la tête parce que j'ai pas d'idée, probablement que je devrais arrêter d'être devant mon ordi puis de me forcer à essayer de travailler quand ça fonctionne pas. Tu sais. Fait que Ok. ça, c'est ma façon de travailler, mais je pense pas que c'est une bonne façon de travailler, puis je pense pas que c'est une façon de travailler que je vais garder à travers le temps non plus. Ok. Probablement que je vais plus travailler dans des périodes où je sens que j'ai un boost créatif, puis ça fonctionne. Là, ça vaut la peine d'avoir une rigueur puis de s'asseoir. Mais quand je le sais que ça fait des semaines que j'ai pas eu de bonnes idées puis qu'il n'y a rien qui sort, ça sert à rien de me faire souffrir en passant 3 heures devant mon ordi. Tu sais. Mais j'aime beaucoup que tu dises ça parce que moi, ça fait des semaines que j'ai pas écrit Ça grand-chose. m'arrive vraiment souvent. C'est vraiment des vagues. Là, ouais. Bah, c'est vraiment juste pour ça que je fais le podcast. C'est pour me rassurer Oui. un petit peu. Franchement, ça fait du bien. Je me sens mieux. Mais d'ailleurs, il y a un autre point sur lequel je voulais un peu me rassurer. Tu as dit dans plusieurs podcasts que quand tu as commencé, on te faisait souvent le retour que quand tu faisais un sketch, ça sonnait très écrit parce que tu écris Ouais. à la ligne près, ce que je fais aussi dans ma manière d'écrire. Mais comment tu as fait pour on entende moins que c'est écrit et le rendre plus parlé? Comment tu as réussi à passer à Je ça? suis devenu plus sloppy, en fait. Je suis moins rigoureux dans mon travail, puis je répète beaucoup moins avant de faire les trucs. Ok. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir le texte... Parce qu'avant, c'était vraiment ça mon problème. C'était très mécanique. J'avais le texte parfaitement en tête. Puis même, je me rappelle à l'école, il y a notre metteur en scène à cette période-là, il disait « J'aime vraiment beaucoup tes V1, ça marche beaucoup, ça me fait rire. » Puis plus je les entends, moins je les trouve drôles. Puis c'est pas parce qu'ils connaissaient, c'est parce qu'ils devenaient de plus en plus mécaniques au fur et à mesure que j'y faisais. Ça paraissait que je les connaissais trop. Puis je finissais par les faire devant le public comme je les faisais dans ma chambre. C'était vraiment, tu sais, le public le sent quand tu t'en fous qu'il soit là ou pas. Tu sais, s'il y a pas de, puis ça fait qu'il embarque moins. Mais dernièrement, c'est ça. Dernièrement, j'ai moins mes trucs hyper écrits. J'ai les idées, je sais sont où les punchs, mais je patine plus dans mes mots. Puis ça fait que mes V1 sont probablement beaucoup moins bonnes. Ça a l'air brouillon plus longtemps, mais ça feel plus vrai. Ok. Bah, Fait qu'il y a du bon puis du mauvais. Moi, j'ai l'impression que mes V1 maintenant ont de l'air beaucoup moins organisés. J'ai de l'air de pas savoir où je m'en vais, mais ça fait que les gens se rendent compte que je vis quelque chose sur scène puis ils ont plus envie d'embarquer plutôt que quelqu'un qui sait exactement qu'est-ce qu'il fait, mais que c'est hyper mécanique. Ok. Je prends pour moi, comme ça je sais. Parce que moi, c'est vraiment ça, c'est très écrit, je connais à la ligne près, ça me Ouais. rassure d'arriver Oui, sur moi scène et aussi. d'avoir le texte. Mais donc, Moi faut aussi, que je sois... définitivement, mais plus sloppy. éventuellement, j'arrive à le faire de moins en moins. Ok, avec l'expérience, Ouais. ça marche. Rapidement, tu as commencé à faire des billets d'humeur. Donc, tu as fait ça sur CIBL 101.5, une fois par semaine dans la matinale, puis plus tard dans des chroniques dans l'émission Tout un matin sur Ici Première 95.1, puis sur Radio-Canada dès septembre 2019. Est-ce que la chronique radio, c'est quelque chose que tu as aimé faire? Et est-ce que ça se passait dans la douleur d'arriver à écrire une chronique pour la semaine ou ça allait? Ça dépendait vraiment des semaines. À CIBL, c'était vraiment ça dépend aussi de l'équipe. À CIBL, c'était un truc où il n'y avait pas beaucoup de pression. C'est pas une radio universitaire, mais c'est comme une radio alternative. C'est pas. J'étais pas payé non plus. Il n'y avait pas beaucoup de pression. Quand je suis tombé à Radio Cannes, il y avait beaucoup de pression. Puis j'étais avec un animateur du matin, Alain Gravel, qui avait été journaliste toute sa vie. C'est un homme hyper sérieux, hyper rigoureux, qui est un excellent journaliste, puis qui était tombé en morning radio. Il y a beaucoup de gens qui se demandaient pourquoi. C'était peut-être pas le meilleur endroit où il était, mais je sais plus comment il était comme animateur, mais c'était vraiment pas un bon public d'humour. C'était vraiment comme parler à une roche. Je me rappelle, mais l'équipe était vraiment gentille. Puis j'étais pas le seul humoriste qui faisait ça. Il y avait des humoristes avec énormément de carrière. Guillaume Wagner faisait ça, Eddie King faisait ça. Puis je leur en ai parlé. Puis c'est comme, t'oublies ton ego. Là. Tu fais juste, c'est ça. Tu fais juste faire tes gags, puis tu t'en vas, puis tu prends ton chèque, mais t'auras pas de rire. L'équipe, les gens qui étaient derrière la régie étaient super gentils. Des fois même, ils envoyaient comme
le gars qui allait venir parler de sport un peu plus tard dans l'émission, il le mettait directement autour de la table pour qu'il y ait des gens qui réagissent un peu autres. Fait que ça, c'était pénible, mais c'était une belle expérience. Puis je sortais de l'école, puis c'était bien payé pour l'époque, vraiment. Puis c'était pas difficile à écrire, mais il y a une période où je me rappelais que je trouvais ça bizarre de... Des fois, j'avais l'impression qu'il fallait que je m'invente une opinion sur des trucs. Des fois, t'es pas super... T'es pas inspiré du tout, puis c'est plus drôle quand t'es radical sur quelque chose, quand t'as une opinion super arrêtée. Puis des fois, j'étais comme... Je vais y aller comme ça, mais ça aurait pu être un autre angle. Puis c'est comme... J'ai l'impression que les gens qui font ça toute leur vie, éventuellement, ils doivent sûrement écrire des papiers ou faire des chroniques radio sur des trucs qu'ils croient eux-mêmes à peine. C'est juste qu'à un moment donné, il faut le faire, puis il faut que tu sortes une nouvelle affaire. Ok, ouais. Mais oui, des fois, c'était un peu... Il fallait presser le citron longtemps. Là. Ok. Mais est-ce que tu as réutilisé du stock de tes chroniques dans tes spectacles? Ouais, il y a des trucs qui sont devenus des numéros. Pas des numéros que je fais encore, mais oui, il y a des trucs, c'était un peu ma façon. Puis je le faisais peut-être une fois par mois, un peu moins que ça, mais oui, c'était ma façon d'écrire du nouveau matériel. Puis c'est pas tout ce qui se gardait, parce que ce qui se présente bien dans une chronique radio va pas nécessairement bien sortir sur scène. Mais oui, ça m'a donné des bases pour faire des numéros pendant probablement les 2-3 premières années où je faisais de l'humour. Ouais. Ok. Après, en 2017, tu as participé à 3 shows au ZooFest, un show sur Kanye West, un show d'humour noir, un show féministe. Est-ce que tu aimes ce défi d'écrire sur d'autres shows, de sortir un peu de ce que tu écris de par toi-même? Je pense pas que de par toi-même, tu aurais voulu faire un spectacle Un sur show Kanye concept West. sur Kanye West. Non, c'était à cause d'un ami, Eric Curado, avec qui j'avais fait de l'École nationale de l'humour. Qui fait plus d'humour maintenant, il est à Sherbrooke. Mais oui, lui, il aimait beaucoup monter des concepts un peu pétés. Puis c'était super le fun, le truc sur Kanye West. On était 4-5 humoristes, des auteurs dessus. C'est énormément. C'est un beau trip de gang de travailler dessus, mais c'est énormément de travail pour un spectacle qu'on va faire 3 fois au ZooFest, puis pour lequel on a eu, je pense, 10 $. Là. Fait que il y a ce côté-là un peu frustrant de c'est énormément de travail pour quelque chose qui va vivre vraiment pas longtemps et que tu sais que tu pourras pas faire sur scène. Moi, les trucs que j'ai écrits sur Kanye West, je pouvais pas les ramener en bar après, en septembre, après l'été, là, tu sais. Fait que c'est ça. C'est le fun, mais c'est beaucoup de travail pour quelque chose qui vit pas longtemps. Les autres shows, c'était comme un peu plus des plateaux, là, avec une thématique. Ça va, parce que souvent, j'y allais parce que j'avais déjà un numéro qui fitait là-dedans. Mhm. Mais des gros shows concepts, c'est ça. J'ai fait le truc de Kanye West, puis je pense l'été avant ça, un truc qui t'a échappé. Oh. Avec Étienne Cerc et Eric Curado, d'ailleurs, on avait un show concept qui était Humour dans le noir, où c'était tout dans le noir. Non mais Ah, c'est parce que c'était mauvais, du coup je voulais pas. Non, c'est pas vrai. Non, ça va vraiment manquer, mais j'étais un peu vexé. mais Non, c'était effectivement pas super bon. Je l'ai passé. Puis ça non plus, c'est pas du stock qu'on pouvait garder après, là, parce qu'en bar, tout jouait sur le concept de le public voit rien. Fait que c'est le fun à faire, c'est le fun à écrire, mais c'est des trucs qui vivent pas assez longtemps, malheureusement. Ok. Mais c'est pas quelque chose pour lequel tu avais du mal d'écrire Non, je trouvais ça super. Non, c'était super stimulant, mais on n'avait pas assez de temps, en fait. C'est des trucs d'une heure qu'on devait écrire en 2 mois, là, probablement. Ok. Fait que c'est sûr que ça peut pas être incroyablement bon, juste parce qu'il n'y a pas le temps derrière. Mais non, on était capable de travailler beaucoup. Puis le fait d'avoir une contrainte comme ça, souvent, c'est assez stimulant quand même. Ok, parce que moi cette semaine-ci j'ai un show à écrire sur le cinéma avec quelqu'un qui est dans la salle qui l'anime et j'ai galéré à écrire quelque chose sur le cinéma parce que je suis pas très cinéma parce que je suis à fond sur l'humour et que j'écoute des podcasts toute la journée d'humour donc bien sûr j'ai plus beaucoup de cinéma à regarder mais je trouvais ça vraiment difficile et je me suis mis un stress de mais enfin je vais être humoriste, il faut que j'arrive à écrire sur plein de choses. Les gens font des chroniques sur des trucs beaucoup plus durs qu'un thème si général que le cinéma. Donc je me suis mis une petite pression. Voilà, je voulais partager. T'as-tu fini de l'écrire? Oui, OK. Est-ce que c'est bon? on verra ça jeudi. Mais pour le moment, c'est pas. Voilà. Disons qu'il me reste des jours pour écrire. Pour le moment, je suis pas convaincu. Mais ce qui était intéressant, avec les shows concepts, ce qui était intéressant aussi, c'est que là, tu sais, là, tu as une thématique imposée, mais la forme reste quand même du stand-up. Tu es obligé de le faire en stand-up. Un truc comme Kanye West, on faisait des sketchs, on faisait des trucs, c'était plus théâtral. Avec le show dans le noir, on avait des tracks audio. On éclatait un peu la forme, puis ça rendait ça facile à écrire aussi, j'ai l'impression. Ok. Ça marche. Bah, je voulais juste partager un peu de mon stress, mais je vais le garder. Après, entre 2017 et 2018, tu commences à animer la soirée d'humour politique de la revue L'Esprit Libre, puis les mardis Merci la vie à l'UQAM. Est-ce que tu as aimé ce rôle d'animateur de soirée? Est-ce que ça t'a aidé à te développer en tant qu'humoriste? Je pense que ça.
Je pense que ça a aidé à me développer en tant qu'humoriste, mais j'ai détesté ça. Tu détestais? Ah ouais, j'ai vraiment pas. Mais l'animation en général, c'est hyper ingrat, c'est super difficile et tu sais ça, c'est énormément de travail. Tu portes un peu la soirée sur tes épaules, mais t'as vraiment pas un retour de rire très gratifiant par rapport à si tu passes plus tard dans la soirée. Euh, mais c'est sûr que c'est utile, je pense. Surtout pour moi qui n'avais pas énormément d'expérience de scène, qui n'avait pas fait de l'impro, qui était vraiment pas à l'aise de jouer avec le public. Ça te met dans une situation où tu es obligé de le faire. Mais je sais que je suis pas un bon animateur, je sais que c'est pas un truc qui vient naturellement chez moi, mais je suis très content de l'avoir fait. Mais je me réimposerai pas ça. Tu sais, j'ai l'impression que ce que j'avais à apprendre avec l'anime, je l'ai appris. Puis maintenant, Je je vais vais juste éviter. jouer dans la deuxième moitié des spectacles puis y aller facilement avec un public réchauffé puis je vais pas me casser le cul. Ouais. Ça marche. Mais du coup, est-ce que tu as quand même des conseils pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'animation, essayer de lancer une soirée? Des trucs que toi, tu as appris à force de le faire, ça, c'est la bonne façon qui marche avec moi. Parce que moi, je sais que, par exemple, moi, j'ai commencé à animer de plus en plus. Je sais que faire des trucs de parler avec le public et de faire des blagues méchantes, ça marchera jamais avec moi parce Parce que que ça fonctionne pas avec ton tempérament. bah, je fais une blague, après je m'en veux pendant tout le reste de la soirée d'avoir fait une blague sur sa chemise que je trouvais pas si laide, mais en même temps j'avais rien à dire d'autre. J'ai vu sa chemise, je me suis dit bah Ouais. j'ai que ça, j'ai qu'une chemise. Il s'appelle Maxime, il y a rien de drôle avec Maxime. Ah, moi, c'était ça aussi. Moi, je commençais à leur parler, puis genre, je posais des questions typiques d'animateur, genre, tu fais quel job, puis là, j'avais rien à dire, fait que je tombais dans un numéro qui était déjà écrit, puis qui avait aucun, aucun lien avec ce que je venais de dire. Mais l'affaire, moi, je trouve ça chiant, le crowdwork, un peu, puis j'ai l'impression que pour le public, dès qu'ils consomment un peu d'humour, puis qu'ils en voient beaucoup, ils doivent trouver ça redondant. Mais en même temps, ça aide vraiment à partir les soirées, puis c'est vraiment, ça met la table un peu pour qu'est-ce qui va venir, parce que commencer avec du stand-up vraiment écrit dès le début, c'est très difficile, puis ça prend du temps avant que ton monde embarque. C'est comme, j'ai l'impression que quand tu fais de l'anime, il y a tout le temps genre un 3-4 minutes qui va être à sacrifier, peu importe ce que tu fais, que ce soit en parlant au public ou en faisant le meilleur numéro que tu as jamais écrit. Il y a un 2-3 minutes, il y a un 3-4 minutes où ça marchera pas vraiment. Fait que aussi bien que ce 2-3-4 minutes, ça soit pas du stock écrit où tu joues avec le public, puis probablement que tu réussis à les avoir un peu plus. Mais je pense qu'il y a des façons originales de le faire. T'es pas obligé d'être méchant avec Non, eux. non, Tu sais, mais. Louis, t'es-tu déjà allé voir les soirées de Louis Girard Bock au Jockey? Oui. Lui, il fait un jeu avec un public où, au lieu de demander aux gens qu'est-ce qu'ils font dans la vie, il essaye de deviner qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Tu Mhm. sais, il y a tout le temps des moyens de prendre des trucs typiques de crowdwork et de les ramener d'une façon originale. Ok. Moi, ça me fait beaucoup rire à chaque fois. Puis là, il leur demande, tu sais, ouais, c'est ça. Ils essayent de deviner selon leur face, selon leur type leur horaire, c'est dans quel milieu ils travaillent. Tu sais. Ok. Moi j'aime beaucoup, c'est l'animation de Evelyne Roy-Molgat. Je sais pas si t'as fait J'ai fait plein de les shows avec open Evelyn, mic. mais je l'ai pas vu animé depuis qu'il est Ok. au bordel, fait que je sais pas. Mais l'anime au bordel, elle a un truc de sympathie qui est incroyable parce que pour le coup, elle est jamais méchante avec les gens, mais elle s'intéresse vraiment Et des fois, je suis là, mais on s'en fout. Enfin, moi Genre, elle essaye même pas nécessairement de puncher, elle est Ouais, juste c'est ça. vraiment Elle intéressée par les s'intéresse gens. aux gens et au final, elle va toujours trouver quelque chose de drôle parce qu'elle s'intéresse vraiment aux gens. Elle a du plaisir à le faire. Mais moi, enfin, je commencerai la même animation. Je serai là, mais j'ai rien à faire de cette information. Je veux juste essayer les blagues que j'ai écrites. Ouais, ouais. Mais voilà, je suis peut-être pas fait pour l'animation non plus, mais. Mais je pense vraiment pas que c'est pour tout le monde. Non, non. Ok. Mais t'es mieux. Moi, j'ai l'impression que t'es mieux ne pas être fait pour l'animation que, tu sais, il y a des humoristes qui sont des super bons animateurs, mais que ce qu'ils font, qui est écrit, c'est vraiment pas aussi satisfaisant que de les voir improviser. Fait que moi, t'es mieux d'être bon dans ce que t'écris que d'être bon en impro, tu sais. Ok. C'est un beau problème, j'ai l'impression. Ça va. Si tu as à choisir entre les deux, ouais. Ok. Bon, du coup, Balthazar qui me dit toujours que je suis bon à l'animation, je ne sais pas comment je dois le prendre maintenant. Ouais, parce que je vais parler directement aux gens du public, hein. Vous êtes là à 2 mètres de moi. Si vous avez des questions à tout moment, levez la main. N'hésitez pas, hein. Ah, Balthazar a une question, vas-y, je t'en Ouais. prie. Tu veux des blagues sur Je m'en Kanye West? rappelle pas, pour vrai. Puis moi, dans le truc de Kanye West, moi, j'ai écrit beaucoup, mais puis genre Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques était dessus. Il y avait des comédiens qui étaient sur le show. J'avais écrit beaucoup, mais j'avais juste un petit moment qui était pas vraiment du stand-up, mais tout seul sur scène, genre. Puis je me rappelle même plus c'était quoi le truc, mais de show en show, ça rapetissait parce que ça fonctionnait pas pantoute. À la fin, je pense que j'avais comme un 45 secondes. Moi, j'étais très peu sur scène sur le show de Kanye West. J'avais surtout contribué à l'écriture. Ok. Cyril, tu avais une question aussi? Oui.
je vais juste répéter la question parce que je suis pas sûr qu'on l'entende sur l'enregistrement. Mais donc Cyril demandait, je suis pas sûr, c'est juste pour le son. Cyril demandait, est-ce que tu as eu des périodes de doute dans ta carrière Oui, ouais, énormément. Puis je pense que c'est assez récent que je suis assez confiant pour pas me remettre en question à tout bout de champ. Puis pas avoir l'impression que je dois me prouver aussi. J'avais des périodes de doute, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que je vais être capable d'en vivre? Là, ça fait quelques années que je suis capable d'en vivre. Puis tu sais, je vis pas richement, mais j'arrive bien, puis j'ai pas trop l'impression de me priver dans la vie. Fait que même si je restais au même niveau de vie en ce moment, pendant un certain temps, ce serait pas un problème. Mais ouais, mais je me mettais en doute, puis j'avais tout le temps l'impression qu'il fallait que je me prouve. Quand j'étais en show, j'avais énormément de stress parce que je voulais que les gens me trouvent bon. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment réussi à tasser de. Soit c'est parce que j'ai l'impression que je me suis déjà prouvé, soit c'est parce que j'ai appris à m'en foutre un peu. Mais ça donne une liberté énorme de. Tu t'es juste stressé pour le matériel que tu vas faire, mais t'es plus stressé à cause de qui est sur le line-up avec toi, puis t'es plus stressé de qu'est-ce qu'ils vont penser, de est-ce que je suis bon ou pas. C'est super agréable. Mais ça m'a pris de nombreuses années avant de. Ouais. Mais est-ce que tu as eu vraiment des périodes où tu t'es dit, bah, je vais arrêter? Ah Ouais, ouais. des petites périodes où j'étais comme, il y a rien qui fonctionne, je vois pas pourquoi je m'obstine à faire ça. Oui, puis je sais pas pourquoi je continuais dans ces périodes-là. Puis honnêtement, c'est peut-être des affaires que, objectivement, de l'extérieur, c'est des moments où peut-être j'aurais dû arrêter, ou je sais pas trop. Je sais pas pourquoi je continuais, mais à chaque fois, je continuais aussi. Puis là, je suis content de le faire parce que là, j'ai confiance, puis tu sais, j'aime les projets sur lesquels je travaille. Mais oui, c'est arrivé quelques fois que je pensais Ok. abandonner. Non, mais moi je suis super content que tu aies continué parce que j'ai vraiment, encore une fois, adoré ton spectacle. Donc moi, sinon tu serais pas là. Mais je trouve ça intéressant de le savoir parce que je pense que tous ceux qui font de l'humour, à un moment donné, se disent, mais je vais arrêter de faire ça parce que ça C'est un marche milieu super pas, difficile. À moins, j'écris pas. à part quelques cas hyper extrêmes, que les trucs qui ont des carrières hyper fulgurantes, que les trucs vont super vite dès le début, c'est sûr que tu as des périodes de doute, puis c'est correct qu'on se remette en question, puis ça serait pas grave non plus d'abandonner puis de commencer à faire autre chose. C'est pas nécessairement un échec, là, tu passes à autre chose dans ta vie, mais je pense que c'est bon signe qu'on se pose des questions, en fait. Ouais. Ok. Après, en mars 2018, tu as lancé un projet que moi j'ai adoré parce qu'il m'a permis de voir plein d'humoristes québécois. Parce que moi, c'était vraiment ce que Oh, t'étais un des rares qui écoutait la J'étais niche. un des rares qui écoutait donc le projet La Niche. Est-ce que tu peux nous en parler un peu pour ceux qui connaissaient pas Ouais, le c'était un truc projet? que j'avais monté avec Alex Forêt et Joe Cormier. Puis c'était un projet de captation. En fait, on organisait des spectacles où on demandait aux gens de venir faire des 8-10 minutes. C'était comme une soirée de plateau normale, mais on filmait les shows et on les mettait sur YouTube après. Mhm. Ça a été hyper difficile. Les humoristes voulaient, tout le monde nous écrivait pour participer, mais après ça, on leur envoyait une première version de montage. Des fois, on n'avait pas de nouvelles. Des fois, ils nous répondaient pas pendant 2 semaines. Le lien WeTransfer qu'on leur avait envoyé avait le temps de mourir avant qu'ils nous reviennent. Fait que on était comme, on a l'impression qu'on donne énormément d'efforts pour offrir une super belle plateforme à des humoristes qui en profitent pas et qui s'en foutent un peu après. Mhm. Fait qu'on a déchanté assez vite. Mais le but, c'était ça, c'était de mettre des captations sur Internet le plus possible. Ouais. Ok. Ben, moi j'ai adoré le projet. Donc voilà, il y a des gens à qui ça a Les plu. shows étaient le fun, puis ouais, mais je sais pas pourquoi ça a pas plus levé, étrangement, parce qu'en plus, c'était une période où c'était assez difficile d'avoir une captation, d'avoir un truc qui avait du bon sens sur Internet. Je comprends pas pourquoi les humoristes en profitaient pas un peu plus. Ok. Mais moi, Mais nous, tu sais, nous, on a capté nos numéros qu'on aimait, puis ça a été bien pour nous autres, mais ouais. de manière générale, je trouve que pour moi, il n'y a pas assez de captation. Je trouve qu'il y a plein d'humoristes que j'adore Mhm. et j'ai pas vu beaucoup de leur Il matériel. n'y a pas assez de captation, puis il n'y a pas assez de captation dans des contextes le fun. Parce que Mhm. souvent, les captations vont être dans des galas ou des shows télé qui sont vraiment pas des contextes d'humour le fun. Des captations de bar, c'est le meilleur contexte. Les humoristes ont du fun sur scène, ça se sent, mais oui, il y en a très peu. Ok. Ben donc, Mais j'ai recapté le show que j'ai capté, c'était au terminal aussi, où on avait fait la niche dans le temps, mhm. ce qui est une super bonne place pour filmer des spectacles. C'est parfait. Ok. Ben, j'ai hâte de voir le spectacle que tu Je vas. t'enverrai le lien, ça devrait être bientôt. Bah, je le veux. C'est dit. Ensuite, en mars 2018, tu participes pour la première fois au Docteur Mobilo Aquafest avec le spectacle Le Front commun comique. Puis l'année suivante avec ton premier spectacle intitulé Chevalier blanc. Euh, Qu'est-ce que tu aimes dans ce festival du Docteur Mobilo Aquafest que tu refais chaque année quand tu peux le faire, qu'il n'y ait pas de pandémie, bien sûr? Ouais. Ben je pense que c'est vraiment un truc de standing, puis ça m'impressionne parce que c'était une coop à la base, la structure a un peu changé, mais c'est une coop qui avait été partie par les gens que j'aimais le mieux en humour, là. Mhm. Virginie Fait que, Fortin, Guillaume Virginie Wagner. Fortin, Adib, Guillaume Wagner, les gars de Sexe Illégal, c'est ça, c'est les gens qui faisaient l'humour que je trouvais le plus original et c'est les gens de qui moi j'étais le plus fan en humour. Fait que avoir l'occasion de le faire à leur festival, c'était vraiment c'est ce qui me plaisait le plus.
Puis c'est un festival, là, les trucs changent, c'est tout le temps compliqué avec l'argent, mais c'est un festival qui paye énormément bien ses artistes aussi par rapport à d'autres expériences que j'ai eues. Fait que oui, quand c'est faisable, c'est une super bonne expérience. Ouais. Ok. Mais donc, tu avais joué ton premier spectacle qui s'appelait Chevalier Blanc, qu'après, tu as joué au ZooFest, tu as joué au Théâtre Sainte-Catherine. De quoi parlait ce premier spectacle? C'était un patchwork de plein de trucs, en fait. Ok. Ça parlait de plein d'affaires. Le titre venait d'un numéro sur le syndrome du white savior, les gens qui veulent aller dans des pays puis aider tout le monde, puis je suis tellement une bonne personne, puis mais qui ont plein d'angles morts justement. Mais je pense pas que le show parlait de ça en général. Il y avait plein de numéros. C'était vraiment un espèce de premier show d'humoriste où je prends tous mes numéros de bord qui fonctionnent bien, fait que plein de numéros de 10 minutes qui sont tous patchés ensemble. Fait qu'il y avait pas vraiment de ligne directrice. Ok. Et ça, c'était quelque chose qui pour toi manquait au premier, ce qui fait que Oui. tu l'as pas gardé très longtemps. Non, il y a des trucs que j'ai gardés pendant quelques années après certains numéros, mais c'était pas du matériel vraiment incroyable. Il y a rien là-dedans qui avait absolument besoin de survivre. Non. Ok. C'est correct que je sois passé à d'autres choses. Hein. Ça. Quand tu regardes ça en rétrospective, tu te Il dis. y a rien qui me manque. Puis je regrette pas qu'il y ait pas de captation de ça ou quelque chose. Ok. Moi, je regrette parce que, comme je disais, j'adore les captations, mais c'est bon signe. C'est bon signe de. Oui, que ça prouve que j'évolue en fait. Ouais. C'est ça. Ok. Après, à partir de mai 2019, tu fais des passages télé dans l'émission L'heure est grave. Comment tu as vécu ta première expérience télé? Parce que là, tu faisais vraiment des sketchs, enfin, des numéros de stand-up à la télévision. Ouais. Mais dans une émission qui était à Télé-Québec, qui était absolument pas regardée. En fait, c'était la meilleure, mais c'était la meilleure occasion parce que tu as une expérience télé qui est quand même le fun, mais t'as pas le stress de. Tu le sais que c'est pas la gig de ta vie parce que personne n'écoute ça. Ouais. C'est dommage parce que c'était une bonne émission puis c'était le fun, mais c'était une émission complètement absurde qui visait les 25-35 ans, puis il fallait que ça soit regardé à la télé, mais c'est juste une génération qui n'a pas de télévision de toute façon. Mhm. Fait que c'est. Ouais, mais en fait, c'est ça, c'était la première étape parfaite pour faire de la télé parce que c'était pas trop stressant. T'apprends à faire tes dents un peu dans un contexte assez smooth. Ok. Je pense que j'ouvrais. Les trucs que j'allais faire à l'heure est grave, j'ai testé en bar aussi. Mhm. Puis je les ouvrais en expliquant, genre, tu sais, je suis au brouhaha devant 60 personnes. Puis je suis vraiment content de pouvoir faire ce numéro-là devant 60 personnes parce qu'il va passer à Télé-Québec. Puis je sais qu'il y a personne qui. Il n'y a pas autant de gens que ce soir qui vont le voir à la télé. Tu sais. Ok. D'accord. Ça, j'avais pas le référent de Télé-Québec parce que je n'ai jamais. Pas toutes les émissions de Télé-Québec, mais celle-là fonctionnait pas très bien. Ok. Parce que moi, je n'ai jamais regardé la télévision au Québec, mais je connais tous les humoristes québécois via YouTube, donc vive les captations encore une fois. Mais ok, ça marche. Après, en 2020, mais donc, comme tous les artistes, tu dois arrêter les scènes. Ton spectacle, donc un calice de rayon de soleil au Docteur Mobilo, il est annulé. Comment tu as vécu cet arrêt de ton métier, le fait de ne pas pouvoir jouer, de faire des shows à distance? Tu as aussi fait des shows dans les parcs. Ouais. Comment tu as vécu toute cette période pandémique sympathique? J'ai pas mal aimé ça beaucoup. Je suis pas le seul. Il y a beaucoup Moi, j'ai aimé ça. Donc, Ouais, mais je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes aussi C'est parce que c'est le fun, ça permet. On est dans un milieu où on a énormément de culpabilité quand on travaille pas parce que c'est hyper compétitif puis on a l'impression que les autres travaillent. Mais la pandémie, c'était génial parce que c'était un moment où personne pouvait travailler. Puis tu peux rien foutre, puis t'as pas l'impression que les autres évoluent plus vite que toi. Tout le monde est sur le même pied d'égalité, on est obligé d'arrêter. Fait que le début de la pandémie, ça a été super le fun pour moi, ça m'a comme permis de souffler puis de décrocher un peu. Éventuellement, c'est ça. Éventuellement, il fallait avoir du nouveau matériel puis travailler des nouveaux trucs. Fait avec quelques personnes, j'ai fait des shows dans les parcs, j'en ai fait énormément. C'était hyper difficile, les spectacles dans les parcs. Je pense que le public aimait ça, c'était agréable pour eux. Mais c'est vraiment pas un bon contexte pour l'humour. Il fait clair, les gens osent pas t'en rire, ça prend vraiment du temps avant que les shows startent et c'est à l'extérieur, fait que t'entends pas très bien les rires. Fait que c'est vraiment des shows difficiles à faire, mais ça nous a permis de continuer à travailler pendant la pandémie, de continuer à développer du matériel puis de continuer à avoir du temps de scène pendant la pandémie. Ok. Mais ça te faisait du bien pour ton esprit créatif de garder Ouais, l'habitude. Je pense pas que je trouvais les spectacles le fun. Je pense pas que je trouvais Ok. ça agréable. Mais je pense que j'avais l'impression que, tu sais, je savais que la pandémie allait arrêter, puis je savais qu'il fallait que je m'entraîne, entre guillemets. Tu sais. Mais après, en septembre 2020, tu participes à l'émission Le Prochain Stand-Up, où tu iras jusqu'à la 3e ronde, où tu feras ma blague préférée de la Patte Patrouille. Pourquoi cette envie de participer à cette émission? Parce que c'est devant un jury, tu es en compétition avec d'autres humoristes, il y avait peu de public en raison des mesures sanitaires et tout ça. Pourquoi avoir envie d'y participer? C'était le pire contexte, mais en même temps, ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas joué puis qu'on n'avait pas d'occasion. C'est sûr que j'aurais pas dit non à ça.
C'est vraiment étrange en plus parce que l'autre fois, j'ai fait un show de 30 minutes chacun avec Léa Strelitzky. Mhm. Puis il y a un gars qui l'accompagnait qui est venu me demander, qui est venu me parler du prochain stand-up, puis qui m'a posé des questions. Est-ce que tu as trouvé ça intéressant à faire? Puis j'ai dit, ben moi, j'ai trouvé ça super utile pour moi, mais ça paraît que c'est un concept qui a été fait par des gens qui n'ont jamais fait de scène, qui n'ont aucune idée qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis il m'a dit, ah ouais, ben, je t'arrête tout de suite, je suis réalisateur, c'est moi qui ai fait le concept. Good job, good Mais job. il était pas surpris, il était d'accord, il disait ouais, on faisait pas ça pour vous faire des shows faciles, on faisait ça pour faire de la bonne télé. Il y a vraiment un aspect télé-réalité, on veut que ce soit une compétition, on veut que ce soit difficile. Mais c'est ça, c'est le pire contexte pour des humoristes parce qu'on est stressé, on va avoir des rétroactions directes du jury. Mais étrangement, moi j'avais fait une couple de captations avant ça, puis j'avais jamais aimé ça. C'est les premières captations où j'ai eu du plaisir à les faire, puis j'étais content du résultat, puis j'avais envie de les partager sur les réseaux sociaux. Tu sais. Ok. Fait que c'est, encore une fois, un peu comme avec l'école, je sais pas trop quoi te répondre, dans le sens où j'ai l'impression que c'était mal conçu, mais c'est les premières fois où j'ai eu autant de plaisir, puis que j'avais envie de les partager. Tu sais. Ok. Mais est-ce que tu as vu une différence au niveau du public? Ça a permis de remplir tes salles plus facilement ou tu as eu plus de following ou ce genre de J'ai choses? senti quelque chose au niveau des followings, puis j'avais des commentaires les soirs où les épisodes étaient diffusés. Mhm. Puis même, ça se sentait, parce que c'est étrange, parce que cette année-là, j'ai pu faire un gala juste pour rire un peu à cause de ça aussi. Puis mon gala juste pour rire est complètement passé dans le beurre. J'en ai jamais entendu parler sur les réseaux sociaux. Mais le prochain stand-up, j'avais des rétroactions. T'sais. Fait que je pense que c'était plus écouté probablement que même les captations de gala. Ok. Fait que je l'ai senti. Côté remplissage de salle, je le sais pas trop. Mais côté réseaux sociaux, je le sentais, ouais. Ok. Mais du coup, tu as participé à ton premier gala juste pour rire dans le gala de Rosalie Vaillancourt. Non, c'est ça. Avant ça, Il y en a un avant. pendant la pandémie, il y avait celui de Laurent Paquin et c'était qui? Corinne Côté, Donc, qui animait je en... te confirme, c'est passé dans le beurre parce que je les ai pas vus. En plus, ça doit exister quelque part sur Internet. Mais oui, c'est ça. Ça, c'était pendant la pandémie. C'était un spectacle au Saint-Denis, qui est une salle de, je pense, 1000 ou 2000 personnes, puis on avait 80 personnes dans le public. C'était juste, Wow. c'était la veille, en fait, c'était la veille d'un nouveau confinement. Fait qu'il y a eu des shows où il y avait absolument pas de public, c'était interdit qu'il y ait du public. C'est là que PY a fait son numéro de « il y a Il personne ». y a personne dans le public, oui. Mais nous, on était juste avant ça. Fait qu'il y a des gens qui ont décidé de se déplacer quand même, mais très peu, parce que les gens avaient peur. Fait que ça, c'était en plein cœur de la pandémie. Fait que oui, c'est normal. En plus, c'était pas des bonnes captations. On avait personne. C'était vraiment très étrange. Mais ça aussi, encore une fois, c'était comme c'était un bon premier gala pour moi, parce qu'il y avait aucune pression. Là. Avant moi, il y avait des humoristes super établis qui se sont passés complètement dans le beurre. Mhm. Il y avait aucune réaction de public. Fait que j'étais pas stressé d'y aller. Fait qu'encore une fois, c'était une bonne première étape pour faire des galas. Ok. Oui, fait que ça, c'était en 2020 ou 2021. 2021, ouais. Ouais, 2022, la c'est même Rosalie Vaillancourt, donc Ouais. c'est sûrement l'année d'avant. Mais est-ce que c'était une consécration pour toi de faire le festival Juste pour rire? Parce que comme tu ne les as pas regardés spécialement quand tu étais petit, tu n'avais pas ce rêve de faire un gala Juste pour rire? Je les voyais parce qu'ils jouaient tout le temps à la radio. Tu sais, au Québec, ils nous les foutaient dans la gorge, les gars, juste pour rire vraiment. Là. Fait que, oui, ça avait énormément de standing pour moi. Puis j'ai encore un petit. Ils nous avaient, je sais pas, ils nous avaient donné de l'alcool fort, puis ils nous avaient donné des petits verres à drink. Puis j'ai encore mon petit verre un peu fancy de Juste pour rire, puis je suis quand même content de l'avoir. Là. Fait que oui, il y avait un peu j'avais l'impression que c'était une étape de carrière. Surtout que là, dernièrement, là, j'ai pu en faire un autre après, mais là, les galas n'existent plus. Puis je suis très content d'avoir eu l'occasion d'y participer avant que ça arrête. Avant que ça Les galas arrête. Juste pour rire, ouais. Ouais, parce que moi, la première année où je peux aller les voir, il y en a plus. Ouais, c'est ça. C'est fou, hein, ouais. C'est un peu triste de je vais aller voir un gala Juste pour rire. Ah bon, bah, il y a pas de gala Juste pour rire. Bon, ben, voilà, ça c'est fait. Ouais. Mais j'espère aller voir le festival et récupérer un petit truc de souvenir du gala Juste pour rire. Comme j'ai été au Docteur Mobilo et que j'ai acheté un t-shirt, je suis très content de l'avoir. Je me confie beaucoup ce soir. Hein. On est correct, entre amis, correct. Ouais, c'est y a pas de intime. souci. Après, donc tu as commencé à jouer ton spectacle, Un calice de rayon de soleil, mais entre les interruptions de scène, tu as pu jouer, t'as dû arrêter, tu as dû reprendre et tout ça. Et après, donc le gala Juste pour rire. Puis en 2023, tu es parti jouer en Belgique. Ouais. Donc tu avais été contacté pour faire un show pour la journée de la francophonie. Et après, tu as décidé de prolonger, de jouer un petit peu plus en Belgique et de jouer avec le What the Fun, de jouer au Kings of Comedy Club. Comment tu as vécu cette expérience devant l'humour belge? J'ai adoré ça. Je pense que dans mon année 2023, ou peut-être même 2022-2023, c'est le plus de plaisir que j'ai eu en stand-up. J'ai adoré ça. La gig pour laquelle j'ai été engagé à la base, fait que le truc pour la journée de la francophonie était un peu difficile, ça n'a pas été super bien pour moi.
Mais les trucs que j'ai fait en club après, pour What the Fun ou pour le Kings, j'ai eu vraiment, vraiment du fun. Je suis resté 6 jours, puis j'ai joué 2 ou 3 fois par jour. Je jouais plus qu'à Montréal. Puis avoir su, je me serais booké 2 semaines, là. J'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de plaisir, puis je vais essayer de retourner. Parce que oui, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je pensais qu'il y aurait une barrière culturelle plus grande que ça. Mais j'avais pas beaucoup besoin d'adapter mon matériel, puis ça fonctionnait bien, puis j'avais beaucoup de fun. Ok, ben moi je suis trop content d'entendre ça, mais c'est un retour que j'ai quand même beaucoup des Ouais. humoristes quand ils viennent jouer en Belgique, plus que la France. Donc mon message c'est ben, venez en Ah Belgique, ben c'est quoi, ce à que mon avis. j'entendais, ouais, c'est ce que j'entendais des humoristes belges aussi il y a du monde qui revenait de Paris ou des trucs comme ça puis t'es comme ouais, c'est tellement chiant, c'est tellement difficile. Puis moi j'arrête pas de parler de Le Samuel à plein d'humoristes québécois. Fait qu'il y a plein d'humoristes québécois qui vont vouloir aller jouer à Le Samuel parce que c'est la salle la plus nice que j'ai vue depuis vraiment longtemps. Ok, ouais, c'est vrai que c'est C'est un, vraiment spécial. bah, c'est le plus vieux cabaret de Bruxelles, de Mais c'est Belgique. ça, puis ça sent. Nous on n'a pas on n'a pas de vieilles salles de spectacle. Puis là, c'est ça, t'as l'impression que c'est une vieille cave à vin, c'est comme dans un demi-sous-sol, ça sent le moisi, mais c'est vraiment le fun pour l'humour. Ouais. Ça ferait des belles captations. C'est vraiment une belle Ouais. salle Ah mais particulière. Ouais. le What the Fun a fait pas mal de captations là-bas. Moi j'avais fait un 30 minutes là-bas, c'était vraiment chouette, mais j'adore la salle aussi. Merci Cyril pour le petit sifflement, j'aime beaucoup, merci. Autre point qui a évolué dans les dernières années, c'est que tu as été beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux. Tu as commencé à faire des TikTok, des vidéos Instagram, tu publies pas mal de vidéos avec toujours un propos, comme à ton habitude. Est-ce que tu aimes utiliser ce médium ou tu t'es dit c'est nécessaire de le faire niveau visibilité, il faut que je fasse des vidéos? Ouais, ben, au début, j'y allais un peu à reculons. Mhm. J'avais l'impression que c'était un peu obligatoire. Puis c'est vraiment plus avec TikTok que j'ai commencé. Ce que je partage sur Instagram, c'est pas mal mes TikTok que je repartage sur Instagram, là, c'est les mêmes trucs. Mais oui, puis ça m'a pris du temps. Moi, j'ai des amis qui m'en parlaient depuis vraiment longtemps de TikTok. Hey, il y a vraiment du potentiel de faire des trucs drôles, ça peut être super intéressant. Mais moi, ça m'a pris 3 confinements pour me mettre à TikTok. Fait que ça a été très très long. Mais là, je suis content de le faire. Puis là, des fois j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas publié un truc, puis j'ai envie de le faire. Je trouve ça agréable. Puis il y a vraiment, je sais pas comment l'algorithme fonctionne, mais il y a un aspect de découvrabilité qui est vraiment agréable. Parce que quand je pose des trucs que sur Instagram, j'ai l'impression que c'est chiant, puis j'ai l'impression que je touche tout le temps les mêmes personnes, puis j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est comme du harcèlement à la limite. Mais TikTok, c'est vraiment conçu pour que tu ailles chercher des gens qui te connaissent pas déjà. Ce qui est beaucoup plus utile et beaucoup plus agréable pour un humoriste aussi. T'as pas l'impression que ça devient lourd pour des gens. Tu sais. Ok. Mais moi je trouve que tu as des chouettes vidéos où ça te dénature pas. On te reconnaît ce que tu fais sur scène. Je veux dire, quelqu'un qui te voit en Ouais, TikTok ouais. Et te pas verrait sur scène, surpris te se de. dirait pas ah c'est complètement différent, j'aime un aspect mais pas l'autre. Donc je trouve que dans ça c'est un bon truc. Mais moi je pense que toi ça t'a pris 3 pandémies pour y arriver. Moi je pense qu'il m'en faudrait 7 ou 8 pour arriver à être détendu face à la caméra pour faire ce genre de vidéo. Je suis complètement bloqué Puis il y là-dessus. a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'humoristes à qui j'en parle, puis il y a beaucoup de gens justement qui ont l'impression que ça se ferait pas, puis ça me ressemblerait pas, ça me dénaturerait justement. Mais il y a tout le temps des moyens. C'est super large. Là. Tu fais une vidéo, puis tu as fait vraiment comme tu veux. Fait qu'il y a vraiment un moyen que tu le fasses, puis que ça te ressemble. Mhm. Mais oui, il faut que. Faut trouver le Ouais. moyen quoi. Ok. Mais je pense être revenu sur une majorité de ce que tu as fait. Si j'oublie des choses, je suis désolé. J'ai pas l'impression. J'ai T'as oublié un gala. Comment t'as pu j'ai oublier un oublié un gala juste gala. pour rire? Mais en fait, j'ai remonté toute ton historique Facebook du Ah oui, je début l'avais pas partagé. et Oui. tu l'avais pas C'est partagé. sûr que je l'avais pas C'est ça. partagé. Et il n'y a pas eu beaucoup d'articles dessus. Sur YouTube, il n'est pas là. Donc voilà, Ouais, ouais, c'est c'est pas un tout ça gros qui. manque, ça. Voilà, il y a eu plus de publications par rapport au prochain stand-up. Oui, Je t'avoue. oui, oui, définitivement. Mais j'ai 2 questions un peu générales que j'aime poser à chaque épisode avant de faire le name dropping. Je sais pas si tu te rappelles Oui, du name oui, oui. dropping, je t'en avais parlé, ça marche. Qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire de l'humour, d'être humoriste, vraiment dans le métier d'humoriste? Ce que j'aime le plus, c'est probablement, même pas par rapport au public, c'est probablement juste dans mon horaire de vie, la flexibilité, le fait que j'ai pas de patron. Honnêtement, j'ai vraiment. Il y a des moments, j'ai des humeurs très changeantes, fait qu'il y a des moments où je m'en rends pas compte, mais quand je vais bien, je trouve vraiment que j'ai une belle vie. Là. Je trouve que c'est smooth, je travaille à mon rythme, puis j'aime travailler, je trouve ça stimulant. Fait que oui, c'est vraiment l'horaire puis le mode de vie qui vient avec le fait d'être humoriste de loin, c'est ce que je préfère. Ce que j'aime le moins, je sais pas tant. Peut-être, je sais pas si c'est si grave, mais j'ai l'impression que
L'humour, en étant super cliché pendant très longtemps, il y a beaucoup de gens qui ont une vision négative de l'humour. Mhm. J'ai l'impression qu'à certaines personnes, en leur disant je suis humoriste, ils vont comme rouler des yeux. Puis ils vont me mettre dans une catégorie qui est pas illégitime, là, qui a sa raison d'être. Que c'est vrai qu'il y a des humoristes velours en tabarnak, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'a priori à cause de l'humour, Mhm. à cause de l'humour des 20 dernières années qui n'était pas nécessairement super original et intéressant. Tu sais. Ok, oui. Fait que j'ai l'impression qu'il y a il y a une mauvaise vision de l'humour qui a sa raison d'être, mais que les gens devraient consommer qu'est-ce qui se fait de plus récent. Tu sais. Ouais. Mais parce que aussi, je pense qu'il n'y a pas assez de captation. Donc, ce qu'on voit, c'est Oui, c'est des des vieux vieux trucs. trucs qui ont mal vieilli. Et il y a plein de gens qui me disent qu'ils n'aiment pas l'humour. Et je fais, mais c'est pas possible. Il y a Oui, 1000 c'est ça. Je suis styles. sûr que, oui, je suis sûr que Tu- ces gens-là aimeraient certaines affaires. Oui, oui. C'est ça. Moi, c'est un des trucs que j'aime le plus dans l'humour. C'est qu'il y a tellement de styles. Il y a toujours quelque chose qui va toucher. Il y a des trucs qui ne te touchent pas du tout. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans des salles où il y a tout le monde qui rit et pas moi. Et je fais, bah, là, c'est moi le problème. Ça m'atteint pas. Mais c'est déjà arrivé l'inverse aussi. Ah ouais. Que je sois le seul qui rit très fort de. Mais pourquoi personne ne rit? C'est du génie. Mais c'est ça qui est génial avec l'humour. Donc, découvrez des nouvelles choses. Alors, surtout si Oh, ouais. à Montréal, oh, on a même un C'est- service. Ah, ça, c'est Ouais, Cyril. non. Alors, c'est moitié sympathique, moitié je veux être sur la captation. C'est- Non, merci beaucoup, Cyril, c'est très gentil. Euh, et la dernière question avant le name dropping, c'est qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière? Euh, D'avoir la liberté de faire les shows que je veux faire puis de pouvoir les tourner un peu. Parce que là, au point où j'en suis, tu sais, j'ai la rigueur de travail, j'ai assez confiance en moi que je pense que je suis capable, avec assez de temps, de monter des spectacles fun. Mais là, comme avec juste de l'amour, je vais le travailler pendant un certain temps. Je pense que le résultat va être vraiment intéressant, mais je sais pas à quel point je vais être capable de le présenter longtemps parce que je pense pas que je vais avoir le following pour. Fait que c'était vraiment juste ouais, me souhaiter plus de visibilité pour que je puisse faire ce que j'aime faire, puis le présenter, puis que ça vive longtemps, en fait. C'est vraiment ça le truc. Ok. Ben, j'espère que le podcast aidera un tout petit peu à la vision du public ce soir. Je pense que tu te dis ouais, merci. Mais si quelqu'un prend des places pour aller te voir, envoyez-moi un message, ça me fait tellement plaisir. Il y a déjà beaucoup de Tu sais gens. que c'est grâce à toi. Bah, mais non, mais ça me fait trop plaisir de me dire ah, on te fait confiance, on va aller voir un humoriste qu'on connaît pas. Et moi, c'est le truc que j'aime le plus dans le podcast et dans le fait que je veux que des invités qui me font rire, c'est de quelqu'un me dit bah, tu veux aller, je sais pas qui aller voir. Moi, je lui dis bah, prends n'importe quel nom du podcast, Ouais, ouais, c'est comme un va gage le de voir. qualité pour. C'est Fait ça. que t'as jamais reçu d'humoriste que t'aimais pas. Pas pour le moment. Ok. J'ai déjà eu des demandes de gens qui me Fais demandaient pas est-ce boucler. que quand est-ce que je fais ton podcast et je fais bah pour le moment j'ai pas encore vu ton spectacle complet donc moi tu sais j'aime les recherches j'ai pas vu tout donc quand j'aurai vu tout Pratique, toi, tu peux dire, ah, mais j'ai pas le temps parce que ça me demande 2 mois de préparation chaque ça. podcast. T'as des bonnes excuses, ouais. Mais tiens j'ai des places pour mon spectacle ah je suis absent ce jour-là enfin, mais je me suis mis en difficulté avec ça parce que je l'ai dit un peu trop que je voulais avoir que des humoristes qui me font beaucoup rire donc il y a des humoristes qui reçoivent pas d'invitation et qui se disent bah Ils sont vexés, ouais. si probablement il aime pas ce que je fais mais après il y en a aussi beaucoup que j'ai pas tout vu. J'essaie d'avoir vu le spectacle ou d'être sûr d'avoir vu le spectacle avant de faire l'épisode. D'ailleurs, un des premiers trucs que je t'ai demandé, c'est quand est-ce que tu Ouais, joues. ouais, ouais, puis tu bookais après mon show exprès, ouais, C'est ouais. ça. Comme ça, j'étais sûr d'avoir vu le spectacle complet avant. Donc voilà. Mais donc merci d'être là pour le Très podcast. content, je suis flatté. Ouais, vraiment. Tu peux. Est-ce que dans le public, vous avez une question avant le name dropping au cas où? Renan, c'est quand tu veux. Balthazar et Cyril ont déjà demandé. Toi, tu es mon plus grand fan. Tu as droit à ton temps de questions. Tu peux poser une question à lui, hein, si tu Tu veux aussi poser une question à moi. J'ai plein de choses à raconter. Ou pas, il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. C'est très clair. Bah merci. En même temps, c'est mon plus grand fan. Il dit non, exactement ce que tu avais prévu. C'est parfait. veux. Ouais, ouais. Ok. Alors, on peut passer à l'interview name drop. Ouais. Donc là, je vais te demander à chaque fois un humoriste. Donc tu dois te limiter à une seule personne, homme, femme, québécois, français, allemand, ce que tu veux, mais à chaque fois une seule personne pour chaque catégorie. Ok. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré. Ok, mais je vais pas y aller dans des gens qui sont mes amis parce que là, ça compte pas. Mhm. Mais Jay du Temple, c'est une soie. Il est super gentil, puis c'est quelqu'un qui a quand même une grosse carrière, qui pourrait avoir un peu d'attitude, mais c'est juste une personne vraiment très gentille et vraiment accessible et curieuse des autres. Ouais, humoriste super gentil. Ok.
et qui a un spectacle qui est génial, au cas où. Si J'ai vous pas l'avez- vu encore, mais Il est oui, je suis très... vraiment très très bon. Parce que c'est un spectacle complet qui parle d'amour et de relations amoureuses, qui est un thème qui a été vu et revu, mais il a un bon angle et une bonne façon de l'aborder. Et moi, ce que je trouve génial, c'est peut-être juste moi qui vais aimer ça, c'est qu'il arrive à faire un spectacle complet sur relations amoureuses, amour, et il ne parle pas de sexe du tout. Ce qui est Ouais, pour ouais, moi assez ce qui est fort, très original pour l'humour. Ouais, parce que du coup, il utilise aucun cliché sur les relations et je trouve ça très fort. Moi, j'ai trouvé le spectacle très beau, avec beaucoup de variations et il m'a surpris. Je m'attendais pas à un spectacle aussi beau. ouais, ouais. Ouais. Donc bravo Jay du Temple, qui fait mon podcast quand tu veux. Hein. J'ai envoyé quelques mails. Je vais y Du en coup, parler. C'est vrai? Ah ouais. Oh, mais franchement, mais j'ai bien fait de venir. Hein. Euh, L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus? Probablement Guillaume Wagner, Mhm. parce qu'il y a un... Puis là, j'essaie de m'éloigner de ça, pas de lui spécifiquement, là, mais parce que j'adore qu'est-ce qu'il fait, mais moi, j'essaie de... Mais il y a vraiment l'approche de l'humour qui m'interpellait puis qui venait naturellement au début quand je le faisais. Là, j'essaie d'aller moins dans les trucs personnels, mais tu sais, il était beaucoup dans le propos, super efficace, tout le temps vraiment drôle, mordant. Ouais, il y avait... Puis les premières fois que je l'ai rencontré, il y avait vraiment une aura de... C'est un peu ça que je voulais émuler, là. C'est probablement ce qui m'influençait le plus quand j'ai commencé à faire de l'humour. Ok, je comprends. C'est un ancien invité du podcast, n'hésitez pas à aller écouter. Mais non, j'aime vraiment beaucoup Guillaume Wagner qui a un nouveau numéro, je sais pas si tu l'as déjà vu, où il parle Là, je l'ai pas vu sur scène depuis longtemps, Ok, malheureusement. mais il a un nouveau sketch où il parle des gens qui ont été cancelled et qui veulent revenir dans le show business. Et il a un sketch incroyable là-dessus. J'ai vraiment beaucoup ri quand j'ai vu ça au bordel. C'est très très bon. L'humoriste qui pour toi écrit le mieux, vraiment en termes d'écriture. Puis c'est pas obligé d'être des kebs. Non, pas du tout. Euh, Ce qui est con, c'est que je sais de qui je veux parler, mais j'ai oublié son nom. On peut jouer à mon jeu préféré. Tu me donnes Ouais, quatre ouais. indications et je vais te retrouver. C'est quoi, c'est qui l'humoriste britannique qui a fait 4 specials sur Netflix? Ouais, James Acaster. C'est le plus. Merci de l'avoir fait. Tu as vu comment il est vexé de ne pas avoir eu le temps Un petit de. peu parce que j'allais dire James Caster. Euh, Mais c'est on a un très l'humoriste grand le plus fan de... méticuleux que j'ai vu. Tout est calculé. C'est tout le temps super original. Le show qu'il a fait il y a 2 ans là, de Cold Lasagna 99 I Want to Die, là, qui a juste mis lui-même sur son. Genre. Merci, merci. On a un public de connaisseurs. Mais ça, c'est un des shows que j'ai préféré en humour. Puis c'est ça, je sais pas si c'est lui qui écrit les meilleurs textes, mais tout est méticuleux, tout est vraiment bien placé. Il y a un souci du détail très maniaque mais qui est pas mécanique en même temps. T'embarques bien dans ses affaires, mais tu vois que tout est calculé. C'est vraiment un humoriste très impressionnant. Qui arrête pas de faire des petites dépressions puis de dire qu'il va lâcher l'humour, là. J'espère que non, mais c'est vraiment un bon humoriste. J'espère que non aussi, mais il est très bon. L'humoriste qui pour toi joue le mieux, vraiment en termes de jeu, celui qui vend le mieux ses textes, ou le texte même de quelqu'un d'autre, mais... Non, mais ça peut. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a des bons auteurs, mais qui arrive à le vendre sur scène, ou qui écrit avec quelqu'un d'autre. C'était plus ça que je voulais dire que quelqu'un qui a volé des textes à quelqu'un d'autre. On ne parle pas de Gad Elmaleh pour le moment. Très bon humoriste pour jouer les textes de quelqu'un d'autre. C'est peut-être une drôle de réponse parce que elle est comédienne aussi dans la vie, mais sur scène, elle surjoue pas ses affaires. C'est vraiment toned down, c'est très discret. Mais j'adore le personnage de scène de Virginie Virginie Fortin. Fortin. Puis je trouve que c'est super payant, puis elle a un ton super calme, assis, qui est à des kilomètres de ce que moi je fais. Là. Moi, je tourne en rond, je suis hyper nerveux sur scène, mais pas nécessairement de stress, mais tu sais, je suis une personne nerveuse dans la vie. Ouais. Puis elle, c'est intéressant parce que c'est une super bonne comédienne. Fait qu'elle aurait pu vraiment tomber là-dessus comme une grosse béquille puis faire des longs act-out surjoués, hyper théâtral. Mais non, elle est tout le temps fixée devant son mic, elle bouge pas beaucoup. Fait que j'ai l'impression qu'elle elle le fait bien puis elle le fait avec suffisamment de parcimonie, je te dirais. Ouais.
Bah, moi, j'adore Virginie Fortin, qui est aussi une ancienne invitée du podcast. On a les mêmes T'as des goûts. bons choix, ouais, t'as des Ouais. bons choix. Bah, James et Caston ne répond pas à mes mails non plus, donc à tout moment, il va être dans le podcast. Mais non, Virginie Fortin, très très fort, avec son spectacle Du bruit dans le cosmos, qui est disponible sur, je sais plus si c'est Je pense que Nouveau ou c'est Ici Télé, je pense que c'est Tout TV, ouais. Tout TV. Et son nouveau spectacle, Mes sentiments, Je est l'ai pas vu, par exemple. mais très 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 bon. Franchement, j'adorais tellement Du bruit dans le cosmos que je me suis dit, je vais aimer le spectacle certainement, mais ça ne sera jamais à ce point-là. Elle a réussi à m'avoir après 15 secondes, oh, c'est très très fort. Elle parle de temps, de nostalgie, mais moi, c'est les thèmes. En fait, je suis complètement incapable de faire ce qu'elle fait, et du coup, je suis vraiment en mode spectateur. Ouais. Je suis plus dans l'analyse du tout. Je fais la faire un 15 minutes sur la nostalgie. Je suis là, c'est magnifique. Enfin, Est-ce que ça se voit que je suis fan d'humour ou Ça se sent un peu, oui, ça ça se sent sent un un petit peu. peu, il y a une petite touche, hein. Un humoriste qui t'a surpris dernièrement. Soit quelqu'un que tu connaissais pas du tout et du coup il t'a surpris, ou quelqu'un que tu connaissais mais qui est revenu avec quelque chose de nouveau, de frais et qui t'a impressionné. Tu vois, c'est qui Sam Boisvert? Oui. Je l'aime vraiment beaucoup. Je sais pas exactement comment il travaille. Il y a des petites périodes où je le croise plus. Des fois, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il. Mais là, dernièrement, je l'ai revu sur scène. C'était un événement pour les connaisseurs de l'humour que moi j'animais à la grande bibliothèque. Puis il est venu faire un 8 minutes. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu jouer. Puis il restait dans les trucs que j'aimais, mais c'était juste du matériel que j'avais pas vu, que j'ai trouvé super original. Puis je me rappelle qu'après ce show-là, j'y ai dit, puis je vais pas nommer la personne, mais moi je venais de voir une première médiatique d'un humoriste qui roule bien. Là, puis la première médiatique tout le monde vantait. Il y avait eu des super bonnes critiques, mais je trouvais que c'était vraiment, vraiment convenu dans les thématiques et dans la forme. Puis j'avais dit à Sam après ça, puis en plus, lui, c'était pas un truc hyper rodé, c'est un truc sur lequel il travaille en ce moment, mais il m'avait plus impressionné avec ce 8 minutes-là dans un contexte corpo bizarre à la grande bibliothèque qu'un show d'une heure et demie que j'avais vu pour des médias avant. Fait que, ouais, Sam Bovard, il est écœurant, puis il réussit, moi qui en consomme beaucoup, puis qui en vois beaucoup d'humour, il réussit à me surprendre avec énormément de sensibilité, mais ça a jamais de l'air trop, tout feel vraiment vrai avec ce qu'il fait, ouais. Ok. J'avais adoré, ouais. Ça marche. Et on va terminer avec la dernière partie où je te demande de choisir entre deux humoristes. Et tu dois me dire lequel des deux te fait le plus rire. Donc on parle vraiment en termes de rire. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un que tu préfères. Je le dis à chaque fois parce que sinon les gens se disent mais ils détestent un des deux humoristes. Non, c'est juste un petit pourcentage en plus au niveau de il me fait plus rire. Premier choix entre Doug Stanhope et Louis C.K. Sans les polémiques au niveau de l'humorisme, parce que je sais que c'est deux humoristes dont tu as aimé le travail, peut-être pas les choix de vie. Peut-être pas les choix de vie. Mais oui, puis Doug Stanhope, c'est probablement un des premiers humoristes que j'ai consommé beaucoup puis qui m'a montré comme une avenue de hey, tu peux faire ça avec l'humour. Mais je pense que, en fait, c'est ça. Doug Stanhope, tout le long des captations que j'écoute, je suis comme hey, c'est fou comme angle, c'est super original, je le trouve vraiment brillant, mais probablement que je ris moins que des numbers de Louis C.K. Okay. Entre Sarah Silverman et John Mulaney. John Mulaney, j'ai eu de la misère pendant un certain temps. J'avais de la misère à embarquer un peu parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose d'un peu faux, il était trop clean. Mais là, ben c'est ça. Le nouveau show, je l'ai adoré, puis je l'avais vu à Just for Laugh l'été passé, puis c'est ça, tout le truc, puis c'est un beau show, uniforme, tout le truc sur sa conso, sur la thérapie. J'ai adoré ce spectacle-là, c'est un des shows que j'ai le mieux aimé, que j'ai vu dernièrement. Puis Sarah Silverman, ça fait longtemps que j'ai pas vu c'est une incroyable humoriste, mais ça doit faire comme 10 ans qu'elle m'a pas surpris avec quelque chose aussi, tu sais. Okay. Fait que oui, j'irais plus avec John Mulaney. Ça marche. Entre Adib Al-Khalidé et Guillaume Wagner. Attends, puis là, c'est encore qui me fait le plus rire? Oui, c'est toujours qui fait le plus rire. Je pense que c'est probablement Guillaume qui me fait plus rire, mais j'adore Adib, c'est potentiellement un de mes humoristes préférés au Québec. Là. Pas seulement mon humoriste préféré au Québec, mais je pense que Guillaume me fait plus rire. Ok. Moi je vais dire Adib, mais moi c'est mon humoriste préféré tout court. Ouais, c'est correct. Mais j'ai encore regardé hier son 30 minutes dans Les humoristes du monde, et je l'ai regardé avec mes colocs, et j'espérais trop qu'il rit, et il riait très fort, donc j'étais content, mais
Tu sais, quand tu aimes beaucoup quelque chose, tu regardes Oui, les gens le faire et tu te dis... Ça, je déteste faire découvrir un film à quelqu'un parce que moi, je peux pas l'apprécier du tout. Je regarde comment eux réagissent sans arrêt. Mais oui, tant mieux s'ils ont bien réagi. C'est ça. Mais moi, je pleure de rire à chaque fois et j'adore juste aller acheter des épices pour voir son truc de garam masala. À chaque fois que je vois du garam masala, je suis content grâce à lui. C'est quand même fort. Ça, c'est fou. Les numbers qu'ils font qu'il y a des trucs auxquels tu penses à chaque fois que tel truc arrive, ça, c'est très agréable. Entre François Toussignan, donc notre président ici au Minifest, et Jérémy Larouche. Je pense François. François me fait beaucoup rire, et dans la vie et sur scène. J'aime beaucoup, beaucoup Jérémy aussi, mais ouais. Puis j'ai une affection particulière pour François qui est dur à tasser, que ça ne devienne pas une variable là-dedans, mais oui, François me fait énormément rire. Ok. Entre Rosalie Vaillancourt et Virginie Fortin. Virginie Fortin. J'adore Rosalie aussi. Elle me fait beaucoup, beaucoup rire. Mais Virginie, elle me surprend tout le temps. Puis c'est une des affaires que je trouve le plus importante en humour. Puis, ouais. Ok. Mais Rosalie, j'ai eu l'occasion d'aller voir sa nouvelle heure qui est en rodage. Très, très bon. Elle est super bonne, oui. Mais je trouve qu'elle a réussi à venir avec un truc plus naturel, un peu plus perso. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, moi j'adore quand c'est personnel et c'est très très bon. J'avais peur moi, parce qu'elle parle beaucoup de maternité, le fait d'être maman et tout ça. Je me suis dit, je sais pas si elle va m'avoir avec un thème, parce que moi je veux pas d'enfant, donc je m'en bats les couilles un peu. Mais elle a vraiment réussi à venir me chercher et à amener quelque chose de très drôle, très frais. Bravo Rosalie. Entre Alexandre Forêt et Léa Strelitzky. Je pense Alexandre Forêt. Ouais. ouais, mais oui. Puis dernièrement, en plus, Alex il travaille beaucoup. Puis là, il y a comme, je sais pas si c'est parce qu'il travaille encadré ou tout, mais là, je suis allé capter son show au Mobilo pour audio, en tout cas pour un autre projet. Mais puis ces trucs, c'est ça, ces trucs sont vraiment bien placés. Il y a un petit côté, pas aussi maniaque, mais un petit côté James A. Caster où tu vois que les trucs sont pensés, les variations d'intonation. Il y a énormément de travail derrière ce qu'il fait, puis c'est super efficace. Ok. Et entre Mathieu Chasson et Coco Bellivo. Coco. Mathieu est super bon, il est super drôle. En fait, il me ressemble beaucoup sur scène dans le sens où il fait quelque chose de très cérébral. Pas tant avec ses tripes, là, genre, un peu comme moi. C'est souvent des concepts, mais Coco est tellement, est tellement all over the place, puis est tellement avec ses tripes que c'est dur. Puis des fois, ça peut être. Des fois, c'est du stock qu'elle a même pas écrit, elle fait juste niaiser sur scène, puis elle a réussi à aller te chercher. C'est très. Elle a un humour qui est très contagieux. Ok. Et la dernière question que je pose à chaque épisode, c'est qui est-ce que je devrais inviter dans le prochain épisode? Qui est-ce que toi tu as envie d'entendre mais je sais pas qui t'a reçu, en fait. Mais j'aimerais beaucoup entendre Sam Boisvert parce que je suis sûr que c'est un humoriste incroyable. Je suis sûr qu'il y a un processus intéressant, puis je trouve qu'il n'y a vraiment pas assez de couverture pour son talent. Mais je ne l'ai pas encore reçu. Ben, ça tombe Donc voilà. Mais j'aime ce qu'il fait, mais j'ai pas vu beaucoup. Mais il n'y a pas tant. Il a fait des shows, mais je sais pas s'ils sont captés. Puis c'est ça, il faut plus de captation. Plus de captation, c'est ce que je dis. À un moment donné, écoutez-moi le milieu québécois, le milieu de l'humour mondial. Écoutez ce podcast. Comme on voit, ça a marché. La salle est ça va. Le public en redemande. Le public en redemande. Mais merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci au public d'être venu. Merci les copains. Merci mon seul fan, mais merci d'être venu. Ça fait vraiment plaisir. Merci Chuck à la régie. Yeah! Ça fait vraiment plaisir de pouvoir dire Chuck Thompson est à ma régie. Moi, ça me fait plaisir parce que je suis un fan d'humour québécois et de podcast, donc je l'ai souvent entendu. Je suis content de faire Je voulais déjà rien qu'assister à un festival d'humour au Québec. Moi, c'était un rêve depuis que j'ai 15 ans. Donc, y être, c'est vraiment cool. Ouais, donc, merci beaucoup. Merci. Voilà, passez une bonne soirée. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.